Et salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Hors-Jeu. Très content, comme tous les lundis, d'être avec vous. Un énorme plaisir. Alors aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, on n'est pas en plateau, on est en remote, mais ça marche aussi très bien. Et ça nous permet d'ailleurs, par la même occasion, de découvrir le magnifique setup de Zach Nani. La première fois qu'il stream depuis son local dans Hors-Jeu. Ça fait plaisir. Ça va, Zach? Ça va et vous? Bon, il n'est pas encore totalement complet au niveau de la déco, mais ça fait déjà 2 semaines que j'utilise en stream perso et pas mal. Qu'est-ce qui manque là dans le local là? Il me manque un maillot Youssoupha Moukoko qui a agité toute mon aventure FM que j'avais fait il y a quelques semaines et quelques petits éléments de décor. Mais non, franchement, pas mal, je suis assez content. Non, ça rend bien, franchement, ça rend bien. On voit que ça avance en tout cas. Bruce est là, bien entendu. Comment ça va, Bruce? Salut Braque, salut Kanto, salut Zach, salut à tous. Bon, écoute, ça va plutôt bien. On va dire qu'on est en mode détente. Non, on sent que ça s'est bien passé. On sent aussi que tu vas passer une très belle soirée aussi. On sent que là, t'es dans une phase où tu peux qu'avoir le sourire. Ça se voit. Non, mais on va dire que mes équipes de cœur ont fait le boulot à peu près ce week-end. Donc oui, ça fait le plaisir. C'est pour ça d'ailleurs que tu portes le maillot jaune. Ah ouais, en effet, t'as vu, hein, tu l'as remarqué. Honnêtement, j'étais derrière vous ce week-end, donc voilà, petit hommage aux Canaries. Mais on va en reparler, t'inquiète. Il y a Kanto aussi qui est là, toujours en prison. Voilà, faut le dire. Toujours. Ça va, écoute, ça va très bien. On a passé un bon week-end, donc voilà, tout va bien. Kanto, va falloir que tu nous parles un peu de l'OM, hein, parce que en ce moment là, j'ai l'impression que c'est un peu l'état de grâce de l'OM. Va falloir que tu nous dises clairement ce qui se passe et comment vous ressentez les choses, en tout cas pour cette saison qui s'annonce très belle pour vous. En tout cas, je vous rappelle bien sûr que notre émission, on l'a fait en partenariat avec PMU et vous l'avez ici, il s'affiche le code de bienvenue à l'inscription sur le site pmu.fr. 100 € offerts, 100 € qu'on vous offre, qu'on vous rend si jamais votre premier pari est perdu en argent réel. Ça c'est pour nous, on régale. Pas de super code boosté aujourd'hui, on va pas vous embêter avec ça, mais elle reviendra je pense la semaine prochaine. Et bien sûr on vous fera gagner des free bets pendant toute l'émission. Il faudra être vif sur le chat. Les amis, je vous propose de commencer direct, hein. Voilà, on va pas traîner, assez d'introductions comme ça et on va tout de suite commencer avec notre cher Ligue 1. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure on fera un gros débrief forcément de PSG Lyon parce que ça a été le gros match et puis évidemment il y a beaucoup de choses à revoir sur ce match-là. Notre tour d'Europe comme d'habitude, on fera un petit retour dans le passé avec la Ligue des Champions. Bien sûr, il faudra qu'on parle quand même. On avait déjà débriefé le fameux Lille-Wolfsburg et on va débriefer du coup le Bruges-PSG. Et puis si vous avez envie de parler d'autres matchs que vous avez vus, les gars, ce sera carte blanche bien entendu. Mais d'abord, on commence par la Ligue 1 et on se regarde ce classement. Ça commence à se dessiner petit à petit. Alors on le voit. C'est vrai. Bon, là, tout rentre dans l'ordre, on va dire. Nantes qui intègre la première partie de tableau et Rennes et Bordeaux derrière le Grand Nantes. Donc on peut dire que tout est dans la normalité. Là, t'es content là. Ah ouais. Oui, je suis très content là. Ça va bien. Il a fait comme Nantes, il s'est introduit dans le truc, il a tout cassé pour venir placer son équipe. Non mais en tout cas c'est sûr que on voit que Nantes revient dans la première partie. C'est beau à voir. Le PSG et l'OM qui dominent donc ce classement, Lens toujours bien dans le coup. Angers et Nice en embuscade bien présent. Clermont qui se maintient bien dans ce début de saison, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis on le voit, hein, de l'autre côté bien sûr, des équipes qui patinent toujours. Monaco, Lille, Rennes, Bordeaux, Saint-Etienne quand même dans la deuxième partie. Ça fait beaucoup d'équipes en difficulté. On sera d'ailleurs avec un supporter lillois qui va venir un petit peu nous parler lui aussi de la situation du LOSC parce que ça veut pas démarrer, ça veut pas se lancer. Les amis, est-ce que vous avez un petit mot à dire là sur ce classement, surtout sur cette deuxième partie quand même, hein, qu'on voit là? Tiens Zach.
En deuxième partie, il y a des équipes qu'on n'attendait pas trop ici. Lille, Rennes, Monaco qui se tiennent les 3 en 5 points. Après, il y a des équipes qui étaient plutôt pas mal ces dernières années et qui ont l'air de partir pour une saison galère. Je pense notamment à Metz, franchement. Ouais. Metz, ces dernières années, depuis qu'ils étaient remontés, c'était une valeur sympa de la Ligue 1. Antonetti, son équipe jouait globalement assez bien. Il réussissait à se maintenir fort. Maintenant, t'es qu'à 3 points, il me semble, en 6 journées. 3 points sur 18, c'est extrêmement faible. Quand on sait qu'en général, voilà, la relégation, c'est quoi, 40, 42, peut-être un peu plus. Il va falloir au bout d'un moment s'activer au niveau messin et voir des éventuelles solutions. Pour être honnête, je les ai pas suffisamment regardées pour pouvoir te dire exactement ce qui, à mon sens, leur manque. Mais on a beaucoup de gros qui mettent du temps à démarrer, donc à savoir les 3 gros que je viens de citer. Il y a Lyon qui a mal commencé, qui est en train de reprendre un peu du poil de la bête malgré la défaite hier. Et après, derrière, tu as 2 locomotives. La seule chose personnellement que j'ai à dire sur ce classement, et si je devais noter une équipe, celle qui m'a le plus impressionné à l'heure actuelle en termes de jeu et de ce qu'ils proposent et de la manière dont ils dominent collectivement leurs adversaires, si on met Paris à part, même si je trouve que Paris faisait pas des preuves non plus incroyables, c'est Marseille. Marseille, franchement, à l'heure actuelle, j'aime beaucoup la manière dont ils jouent, j'aime beaucoup ce que je vois quand je les vois jouer, la manière dont ils dominent collectivement, dont ils éteignent les équipes qui jouent. Là, ils viennent enchaîner Monaco, Rennes, etc. en jouant de cette manière. Franchement, c'est propre. Hein. Alors justement, Bruce, et après on parlera bien sûr du carton de Nantes face à Angers. Restons sur Marseille. Kanto, faut qu'on en discute. Quelle est un petit peu la recette qu'a trouvé Sampaoli justement pour faire adhérer les joueurs à son projet? On a vu qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été, notamment Luan Pérez. C'est celui qui fait parler un petit peu tout le monde. C'est celui qui régale. C'est celui qui est capable, voilà, d'éclairer le jeu de l'OM depuis sa position. Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'OM et surtout pour la suite de la saison, sachant que le calendrier va pas être si facile vu que tu joues quand même l'Europa League. Et si j'ai bien entendu, si j'ai bien compris, je crois que l'OM va jouer un match tous les 3 jours. Enfin, en tout cas, va avoir un calendrier très chargé. Ouais. Kanto, où est-ce qu'on en est? Bah écoute, où est-ce qu'on en est? Déjà, le premier bilan qu'on peut faire, c'est que défensivement, c'était un petit peu la principale interrogation et finalement, on s'en sort pas trop mal. Surtout que on a quand même de quoi doubler les postes. Quand tu as des joueurs de la qualité de Saliba, Luan Pérez, Alvaro, tu as Tchaleta Tsar qui est sur le banc. Tu peux aussi prendre en compte Balerdi, Camara qui peut jouer défenseur central. C'est vrai que tu as beaucoup de densité dans le secteur défensif. Tu as des postes qui sont doublés. Au milieu de terrain également, tu as des joueurs avec un esprit assez grinta. On a vu Guendouzi, bon, on en a déjà parlé il y a quelques semaines. C'est ces joueurs de l'ombre qui viennent mettre des petits coups par-ci, des petits coups par-là, mais qui peuvent te faire gagner des matchs. Des garçons comme Harit qui a accepté de baisser son salaire pour venir jouer à l'OM. Voilà, on a vraiment une osmose un petit peu particulière. Puis après, bon, ben voilà, sur la manière de jouer, c'est vrai qu'on passe énormément sur les côtés. C'est ce qui nous a manqué les autres années. On se rappelle, hein, on a eu Maxime Lopez qui est venu la semaine dernière dans l'émission. Maxime, il a déjà joué ailier à l'Olympique de Marseille. Valère Germain a déjà joué ailier à l'Olympique de Marseille. On a eu du Clinton Ng, on a eu du Nemanja Radonjic. C'est vrai que maintenant, on se retrouve quand même avec des joueurs de côté un petit peu plus qualitatifs que Valère Germain, par exemple, sur le côté, avec notamment des Luis Enrique, des Conrad de la Fuente, Sanji Zunder, avec des Lirola. Et du coup, c'est vrai qu'on s'appuie énormément sur les côtés. Et d'ailleurs, si on prend le match contre Rennes, la première véritable occasion, c'est le milieu de terrain qui vient également apporter quelque chose. Enfin, dire, tu as des attaques qui viennent du côté où tu as Payet qui vient couper la trajectoire et qui cadre pas. Le premier but, c'est un centre. Et là, cette fois, c'est Dieng qui vient couper l'action. Mais tu as aussi ce milieu de terrain qu'il ne faut pas oublier, qui défend bien, qui ratisse beaucoup de ballons, mais surtout qui arrive à se projeter. Si tu regardes le match contre Rennes, tu as la première opportunité, justement, c'est Pape Gueye, c'est une frappe de loin. Tu as Guendouzi qui met une frappe sur la transversale. Et c'est également une frappe lointaine. Donc tu sens que dans cette équipe-là, il y a un jeu très vertical. On a envie de jouer vers l'avant, on a envie de jouer dans la percussion. Mais le danger ne vient pas que des côtés, il vient de l'axe, il vient d'absolument partout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, ton équipe, tu l'as complètement renforcée à tous les niveaux. T'as consolidé un petit peu les postes où t'étais déjà plutôt pas mal. Et derrière, t'as justement redonné un petit peu de souffle et t'as remis voilà, une sorte de pièce dans le jukebox, quoi. Et ça repart super bien. C'est vrai que depuis le début de la saison, Zach, Bruce, Zal, enfin tout le monde en parle. Tout le monde en parle en bien de cette équipe de l'OM. Bruce, c'est quand même en ce moment vraiment l'équipe à suivre. Hein. Non, ouais, non, bah là, c'est sûr que je vais pas faire original. Tout a été dit. Ils ont très bien résumé ça. C'est l'équipe, pour moi, la plus impressionnante du championnat jusqu'à maintenant. Bon, Paris, c'est censé être bien sûr au-dessus, mais en termes de jeu, d'intention, d'intensité, tout ce que tu veux, c'est vrai que c'est la meilleure équipe de ce début de championnat pour moi.
Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Puis en plus de ça, ils ont une profondeur de banc. À chaque fois qu'il y a un joueur joue, il fait le boulot. Non, c'est très fort. C'est très fort. Donc, hâte de voir, ça va tenir comme ça toute la saison. Mais perso, je me fais vraiment pas de soucis pour eux. Parce que tu sens que le groupe vit bien, comme on dit. On rigole souvent de ça, justement. Mais le groupe vit vraiment bien. Tout le monde tire dans le même sens. En plus, les supporters, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi heureux. Donc, l'ambiance, l'entraîneur, tout. Enfin, tu sens que tout fonctionne bien, quoi. Et quand Marseille est comme ça, c'est très dur à arrêter. Autant quand le club tourne pas et que les supporters commencent à gueuler et tout, tu le sens que la pression peut être énorme sur les joueurs et ça peut être une catastrophe. Autant quand tout va bien comme ça à Marseille, c'est l'effet inverse et ça peut très très bien fonctionner. Ça devient très dur à stopper. Ouais. Donc moi perso, je les vois deuxième du championnat pareil. Sans trop trembler parce que honnêtement, je vois pas ce qui pourrait en fait les stopper et vraiment qu'ils aient une spirale négative de plusieurs matchs, tu vois. Je les vois pas sur une série de matchs de défaites ou quoi, tu vois. Il y aura quelques accidents, il y aura quelques défaites, bien sûr, mais ça sera pas des séries de mauvais résultats, quoi. Donc, en termes de régularité, moi, je les vois derrière Paris. Ouais. Évidemment, j'en profite, bien sûr, pour qu'on ait une petite pensée quand même pour René Malville. Bien entendu. Ah voilà, vas-y, Kanto. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était un match important en plus parce que on a appris le décès de René Malville avant la rencontre, qui était malade depuis un petit moment. C'était quand même devenu un ambassadeur un petit peu des supporters de l'OM ces dernières années, avec beaucoup de valeurs du Sud. Un monsieur très souriant qui avait tout simplement la joie de vivre, un bon vivant, l'apéro aussi, hein, c'est aussi important. Mais voilà, c'était vraiment un fervent ambassadeur de la ville de Marseille et du club de Marseille. Donc voilà, c'était pour un mot par rapport à ça. En tout cas, les joueurs lui ont rendu hommage sur le terrain avec cette belle performance. Et la deuxième chose, Zach en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais peut-être que finalement le jeu de Sampaoli, on est à l'inverse, à l'opposé exact de ce que veut mettre Peter Bosz en place à Lyon. Et d'ailleurs, j'ai regardé la vidéo de Willou juste avant de venir, où Willou faisait remarquer que justement maintenant du côté de Lyon, on évite d'aller sans arrêt tenter des passes risquées, d'aller percuter sans arrêt. Et d'ailleurs, on voyait des phases de jeu qui sont très bien expliquées sur sa vidéo, où l'Olympique Lyonnais revenait derrière pour conserver la possession du ballon et mettre plus haut le bloc lyonnais pour éviter d'avoir des pertes de balles trop bas sur le terrain. Et c'est vrai que du côté de Sampaoli, on a l'impression que c'est un petit peu l'inverse total, parce qu'on est vraiment sur du football total, du football où on a envie de jouer très verticalement. Et voilà, on est vraiment sur de la folie et l'attaque. Moi, je pense que c'était c'est pour ça que les joueurs, ils se régalent et tu le sens, ils le disent parce qu'ils ont de la liberté, c'est un jeu porté vers l'avant et voilà, quoi. Tu vois, tu sens que même si parfois ils se feront peut-être punir par moment parce qu'il y a de grosses prises de risques, dans la balance, ils seront gagnants parce que ça leur apporte beaucoup plus que ça leur enlèvera de choses. Donc, c'est un risque assumé, ça fonctionne très bien. Moi, je pense qu'il y a un côté Zach, je voulais juste dire, il y a un côté sud-américain très important qui est très agréable. Et Zach, en fait, moi, je voulais te lancer. Tu vas dire ce que tu avais envie de dire, mais aussi pour te demander quels sont pour toi les axes en tout cas, les axes sur lesquels tu penses que l'OM pourra avoir des carences à combler encore. Est-ce que tu vois des trucs? Parce que je sais que tu as vu le match, et est-ce que tu vois des trucs où potentiellement ça peut partir en vrille? Moi, un des trucs que je trouve vraiment très très bon du côté de Marseille, ça a été à la direction sportive, le choix des profils entre gars à relancer, comme par exemple Cengiz Under, ou alors Pépite, bon choix en mode Luan Pérez. Franchement, ça a été très bon. Moi, un des trucs que j'aime bien à Marseille, c'est de la manière dont ils articulent leur bloc haut. C'est que avoir trois centraux aussi forts à la relance, Bagliardi, Luan Pérez et Saliba, et même pour certains est très très bon défensivement également, comme par exemple encore Saliba, sans dire que les deux autres sont mauvais, c'est que ça te permet d'avoir tes milieux qui jouent beaucoup plus haut. Et en fait, il y a deux buts de Marseille que je trouve assez symptomatiques de ce que je dis. C'est par exemple le deuxième but contre Rennes, tu vois, le long ballon de Luan Pérez qui lâche une galette absolument magnifique dans la profondeur pour Harit, ou après avec un peu de réussite et une gogolerie d'Alfred Gomis qui donne le but, mais le fait est que l'occasion vient de là. Et contre Monaco, il y avait aussi une relation Dieng-Luan Pérez qui était similaire, avec des sortes de longs ballons comme ça qui partaient dans la profondeur, et c'était top. Dans le dos de la défense. Ouais, exactement. Donc franchement, ça c'est une force d'avoir tes trois centraux qui ont une palette technique comme ça pour pouvoir relancer de cette qualité. C'est vraiment une aubaine, dans la mesure où jeu long, jeu court, passer par les milieux ou alors passer en jeu long
long si besoin pour avoir tes milieux qui peuvent jouer plus haut et apporter du surnombre du coup dans l'axe ou dans certaines zones du terrain, bah, ça donne un avantage constant à Marseille et collectivement c'est très fort. Après, je sais pas si c'est exactement l'inverse de ce que Lyon fait, parce que pour être honnête, je dirais que c'est peut-être la configuration contre Paris qui a fait ça et peut-être aussi quelques absents, comme par exemple Moussa Dembélé, ça a fait beaucoup de mal. Je pense que à Lyon on peut aussi être assez offensif et c'est ce que prendra Peter Bosz, mais c'est vrai que hier, et j'ai vu la vidéo de Willou aussi et il a justement souligné, c'est vrai que Karl Toko à de nombreuses reprises a pas trop pris de risques, a préféré repartir en arrière, donc c'est totalement vrai ce que tu dis. Je pense juste que c'était peut-être spécial sur ce match en particulier. Tu vois ce que je veux dire? C'est à voir dans les prochains gros matchs et les prochaines grosses échéances de l'Olympique Lyonnais, savoir si c'est un style de jeu qui veut imposer ou si c'était vraiment spécifique au match contre le PSG. Ouais. Mais en tout cas, Marseille, encore gros match, on a dit collectivement, etc. Moi, j'aimerais quand même qu'on tienne un mot pour Rennes, parce qu'on a parlé de ce match. Du coup, Rennes, hier, match calamiteux, franchement, que ce soit dans les intentions ou dans le jeu, beaucoup d'envie de défendre, mais au-delà d'envie de défendre, même les quelques fois, ou même toutes les fois où Rennes s'est trouvé haut, ils se sont trouvés haut sans presser. Et ça, c'est vraiment le signe d'une équipe qui n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire avec le ballon. Et c'est constamment ça, Rennes, sur ce début de saison. C'est des mecs qui ne se connaissent pas, t'as l'impression. C'est des mecs qui ne jouent pas ensemble la semaine. C'est hallucinant. Vraiment, jouer haut sans presser ou sans cadrer le porteur de balle, c'est ce qui t'amène le deuxième but. Regardez le deuxième but de Marseille face à Rennes. Luan Pérez peut relancer tranquillement et ne pas être attaqué. Résultat, quand en gros, t'as 3 centraux à Marseille qui relancent très bien, tu leur laisses le temps et l'espace en mode tiens, choisis, tu veux tes milieux, tu veux le gars là qui envoie l'appel, tu veux quoi, tiens, moi je te donne tout, moi il y a pas de problème, c'est le menu maxi best of. Il y a aucun intérêt, parce qu'en fait si tu cadres pas un minimum au moins le porteur de balle, si c'est le défenseur et surtout avec cette qualité là, bah tu te tires une balle dans le pied. C'est ce que Rennes s'est fait. Donc franchement, Rennes à l'heure actuelle, ça fait peur de voir leur niveau et je les trouve vraiment exécrables. Ils ont été pas mal face à Tottenham, mais à côté je veux quand même dire quelque chose, c'est que peut-être que dans des grosses rencontres ou quand il y aura plus d'espace, ça pourra le faire un moment, parce qu'ils ont quand même une somme d'individualités qui sont assez bonnes, mais dans le contenu de la production collective, c'est très très inquiétant. Et Rennes, mine de rien, en 2 étés, c'est 150 millions de mercato, 80 millions cet été. Je crois que c'est l'équipe qui a le plus dépensé en Ligue 1 quasiment. Donc à l'heure actuelle, ça devrait être à même de faire largement mieux que ce qu'ils font à l'heure actuelle, mais dans la production collective, t'as le pire des deux mondes en fait. Un bloc haut et pas de pressing. Donc waouh. Ouais, peut-être qu'après, ils ont peut-être eu un petit peu de mal à digérer justement ces changements. Enfin bon, de toute façon, c'est vrai que en ce moment, la situation rennaise, elle est plutôt mauvaise. On va avancer, les amis, parce que du coup, on a encore beaucoup de choses à voir. Je vous propose juste d'accueillir notre supporter lillois, parce que parmi les mésaventures un petit peu des gros en Ligue 1, il y a le LOSC, et ça se passe pas bien en ce moment. On a Max avec nous qui va venir nous en parler un petit peu. Max, est-ce que tu es là? Ouais. Salut. Yes. Salut Max. Salut à tous. Bienvenue à toi dans Hors-jeu. Alors justement, voilà, vous le savez, on vous donne la parole. J'ai vu quelqu'un justement réagir aussi par rapport à Saint-Etienne. C'était un peu le match de la peur entre Bordeaux et Saint-Etienne ce week-end aussi, qui s'est terminé carrément dans la pluie, pour ne pas dire dans la boue. Mais voilà, si vous avez envie de venir vous décharger, vous libérer, n'hésitez pas. Hors-jeu, c'est là pour ça. On est là pour parler tranquillement des clubs qu'on aime. On revoit les résultats. Alors Max, dis-nous clairement pour le LOSC, selon toi en ce moment, qu'est-ce qui va pas? On a déjà à de nombreuses reprises évoqué le LOSC, on a parlé du match en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui pour toi ne va pas en ce moment? Pour moi, il y a tout qui va pas, hein, clairement. L'envie des joueurs, on n'est pas dedans. À part 2-3 joueurs, je dirais Sheka et Krebic, qui pour moi font une saison assez, pour l'instant assez correcte. C'est les deux sur qui on peut pas vraiment cracher dessus, voire peut-être Jonathan David aussi, qui fait quelques bons matchs. Gourvenec, c'est plus possible, hein. C'est déjà plus possible. Ah non, c'est pas normal. Et pourtant, là, je retourne ma veste parce que moi, en début de saison, j'y croyais. J'en ai parlé à quelques personnes et j'y croyais en Gourvenec. Sur ce que j'avais vu sur les matchs amicaux, les matchs de prépa, j'avais vu des choses pas trop mal. Mais là, c'est pas possible. C'est pas un entraîneur. Enfin, il faut qu'il retourne entraîner la Ligue 2, voire moins, parce que vraiment, c'est pas normal. Il n'y a pas d'idée de jeu. Donc, ok, Fabio Galtier, c'est bien, mais il voulait mettre des transitions, mais il n'y a pas, en fait. Les joueurs sont pas dedans. On a l'impression dans ses interviews de fin de match, clairement, il s'en fout. Là, contre Lens, il dit en gros, on a fait un bon match, alors que pas du tout, hein, on va pas se mentir. Lens ont été au-dessus, il n'y a pas de souci, mais on a fait un non-match, carrément. Contre Wolfsburg, pour moi, on a fait un bon match, mais devant, on n'est pas assez tueur. On avait retrouvé un peu ce côté défensif de l'année dernière avec Fonte et Botman qui se sont mis au niveau. Ouais, c'est ça, très solide même.
Mais clairement, devant, c'est pas possible. Et non, Gourvenec, non, c'est plus possible. Le président, je cracherai pas dessus sur les temps parce que pour moi, c'est pas forcément de sa faute. Au niveau du mercato, on n'a quasiment pas fait de mercato à part le latéral gauche, là, Gudmundsson, mais parce qu'on n'a pas d'argent. Au niveau de la DNCG, il nous a remis assez bien, je pense. Enfin, on est moins mal que l'année dernière. Mais ouais, non, moi, pour l'instant, Gourvenec et même l'envie des joueurs, la façon de jouer, en fait, il n'y a rien qui va, c'est pas possible. Ce 4-4-2, j'en peux plus. Alors je précise sur le chat, Lucas, c'est pas Kameto qui parle, mais c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance dans la voix, c'est assez drôle. Non, c'est Max, supporter lillois. Moi perso, je trouve que il y a une petite ressemblance. Bruce, Lille, est-ce que tu es d'accord avec ce que nous dit Max, toi personnellement? Est-ce que tu cibles un petit peu les mêmes soucis? Qu'est-ce qui manque en fait? Est-ce que c'est vraiment une histoire de motivation? Est-ce que le changement entre les 2 saisons et une équipe qui a été laissée pas à l'abandon, mais une équipe qui a été laissée dans un certain schéma et qui n'arrive plus justement à repartir parce que le maître à bord est plus là. T'en penses quoi, toi? Non, après, je pense qu'il y a aussi une chose qu'il faut pas oublier, c'est que Lille, l'année dernière, ils étaient, je pense, à 110, 120%. C'était max réussite, tout allait bien. Après, ils faisaient le boulot, il n'y a rien à dire, ils étaient bons, mais ils avaient toute la réussite du monde parce qu'aussi, peut-être, il a provoqué. Cette année, on le voit, il y a 0 réussite, à l'image de Bourak, par exemple, qui est plein de bonne volonté comme souvent, mais tu le vois à chaque fois, il rate des occasions ou des choses, ou peut-être la saison passée, ça aurait fini au fond. Et forcément, ça fait la diff. Après, c'est sûr que Galtier, c'est pas anodin, on va pas se mentir, hein. Voilà, on sait tout ce qu'il est capable de faire et on a vu ce qu'il avait fait. Donc, forcément, c'était une grosse claque pour Lille. Après, moi, honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient faire un si mauvais début de saison pour autant, parce que mine de rien, même s'il y a eu quelques pertes, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu une révolution au sein de l'effectif non plus. Il n'y a pas eu 150 changements. Donc, je pense quand même qu'ils sont pas à leur place. Mais voilà, on connaît le foot, ça va vite dans les 2 sens. Quand tout va bien, tu as la réussite, etc. Quand ça va moins bien, tu te mets à douter et ça se ressent au niveau de l'équipe. Et bizarrement, les ballons, ils vont moins au fond. Et puis, tu peux te faire punir aussi sur pas grand-chose. Donc, tu te mets à douter. Donc, voilà, je pense que c'est un début de saison qui est mauvais, voilà, tout simplement. Après, je pense qu'à un moment, ça ira un petit peu mieux. Mais c'est sûr que voilà, fallait peut-être pas s'attendre à ce que Lille refasse une saison du niveau de la saison passée parce qu'ils étaient peut-être aussi un peu en sur-régime, même si encore une fois, je leur enlève pas le mérite et ils avaient fait une saison incroyable. Du coup, t'étais pas là, toi, Zach, pour l'émission Ligue des Champions sur Lille. Toi, c'est quoi un petit peu ta lecture là, de tout ce qui se passe du côté lillois? Pas grand chose à redire, hein. Franchement, à l'heure actuelle, que ce soit dans le choix, ils ont été très limités sur leur mercato, malheureusement, via leurs finances. Et après, le choix de l'entraîneur, toujours aussi lunaire. Tu pars sur quelqu'un qui a peut-être fait du bon travail à Guingamp, mais qui, à côté de ça, s'était déjà croûté sur Bordeaux. Budget, pas budget. Est-ce qu'il était vraiment impossible d'aller chercher mieux? Je suis pas sûr, et j'ai l'impression que ça a l'air d'être une erreur que Olivier Létang va devoir assumer, parce que surtout quand on regarde le match contre Lens, j'ai l'impression que les Lillois ont même pas saisi l'importance de ce derby, tant ils ont mis aucun des ingrédients, tu vois, qui permettrait d'être à minima pour leurs fans fiers d'eux, tu vois, en mode ok, peut-être qu'on a perdu, mais ils se la sont donnés. C'est même pas le cas, et c'est ça que j'ai trouvé le plus scandaleux, franchement, sur ce match-là. Qui voulait réagir là? J'ai entendu quelqu'un. C'est Max? Moi, ouais, c'est moi. Vas-y, Max, vas-y. Justement, tu parlais du match contre Lens avant-hier. Moi, j'ai trouvé ça carrément inadmissible que quand on prend un but, même le deuxième, qui est heureusement pour nous hors jeu entre guillemets, mais même si ça change pas le résultat du match, mais je trouve ça inadmissible que quand on prend le but, les joueurs ne réagissent pas. On a l'impression qu'il y a zéro envie, qu'ils faisaient rien pour remonter en fait. Et quand on récupérait la balle, ça revenait derrière, ça attaquait pas. Enfin. Parce qu'ils sont sans solution, parce qu'ils sont pas en confiance et tout, tu vois, quand tu es dans la spirale comme ça, justement, quand il y a rien qui va, tu vois, les mecs, ils ont tendance à se regarder en mode, on fait quoi, tu vois, ils sont perdus un peu en ce moment, c'est le foot aussi. Ça se voit, de toute façon, on a l'impression que même, défensivement, etc., ils savent pas où se placer. Ils savent pas ce qu'ils font sur le terrain, mais je comprends pas comment tu peux passer d'un bon match contre Wolfsburg, même si Wolfsburg n'a pas été exceptionnel, mais on a quand même fait un bon match, à un match horrible contre Lens.
Il y avait l'envie, et c'est vrai qu'en LDC, comme le dit Isaac, et là tu vois la différence contre Lens par exemple, et c'est pour ça, c'est ce qu'on dit aussi souvent, quand c'est la Ligue des Champions, c'est une autre compétition, bah les mecs, c'est pas qu'ils font un reset mental, mais déjà c'est la Coupe d'Europe, ils sont tous ultra motivés parce qu'ils veulent aussi se montrer, et ainsi de suite, et du coup, bah bizarrement là, t'as l'envie, t'as la motivation, t'as tout, puis bon, bah c'est le premier match, c'est un groupe, c'est notre compétition, donc je pense que ça joue un peu, c'est justement contre Wolfsburg, même si Wolfsburg a été très décevant, Lille a vraiment fait son match aussi, donc c'est là que tu vois que si tout n'est pas parti à Lille, quoi, c'est pas devenu du jour au lendemain une équipe qui sait plus rien faire. Et on l'a vu par exemple contre Wolfsburg. Je pense que c'est beaucoup mental. Ils sont moins forts que la saison passée, ok, mais je pense que ça joue beaucoup dans la tête, moi, aujourd'hui. Mais Zal le disait aussi, Zal dans l'émission, il disait que justement la Ligue des Champions, il sentait que ça pouvait permettre justement à Lille d'un petit peu se transcender. Et c'est vrai que le match de Lille a été plutôt bon, ils auraient mérité de le gagner ce match-là. Mais je pense que tous les ratés, c'est un petit peu symptomatique aussi. Quand tu es dans une phase où tu es très en confiance et que, on l'a vu la saison passée, ils avaient parfois cette réussite, cette chance du champion qui faisait qu'ils gagnaient certains matchs à l'arrache ou alors vraiment en dominant. C'est parce que tu étais en confiance. Là, tu vois bien que t'es pas en confiance et du coup, t'obtiens un 0-0 et tu peux pas avoir mieux parce que ta saison, elle se passe mal et même si tu arrives à être motivé, même si tu arrives à donner un petit peu plus, voilà, il y a ce truc qui fait quand même que c'est difficile et que t'as pas tout qui tourne dans ton sens, quoi. Je pense que Zal avait un petit peu raison aussi dans l'émission sur ça. Max, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission et puis tu reviens quand tu veux, hein. Pas de souci, non, ça va, j'ai rien à rajouter, à part qu'on est nul et j'en peux plus, mais tout va bien. Tout va bien. C'est toujours terrible d'entendre des supporters qui sont déçus, c'est toujours terrible. Non, mais c'est vrai, c'était comme, j'allais prendre l'exemple du premier but contre Lorient, quand t'as affronté Botman et je sais plus qui défendent sur, je crois que c'est Mofi, si je dis pas de bêtises, qui défendent sur Mofi et ils arrivent à marquer quand même en 3 voire 4 contre 1. Ah, c'est quand ils bouffent tout le monde physiquement, là, quand on aurait dit R9 sur l'action. C'est ça qui est marrant, c'est que quand on a fait le débrief de Lille-Wolfsburg dans la semaine, moi j'avais loué le fait que malgré qu'il y ait eu des départs de Galtier, des départs importants comme Boubakary Soumaré et d'autres joueurs, Mike Maignan notamment, Lille était quand même arrivé à conserver une certaine ossature. Le souci, c'est qu'il va falloir que les véritables cadres et leaders de vestiaire de cette équipe arrivent à monter au créneau pour insuffler un souffle nouveau à cette équipe lilloise qui, comme tu l'as très bien dit, Braque, l'année dernière a fait une très bonne saison, jouait très bien au foot, mais avec un entraîneur différent et surtout avec une réussite assez insolente, avec un Burak Yılmaz qui te marquait des buts incroyables, qui pouvait débloquer la situation sur des coups francs, avec des barreaux d'honneur du côté de Bamba, du côté de Ikoné, du côté de Luis Araujo, avec un Renato Sanchez qui a brillé toute la saison, avec un Youssouf Yazice qui souvent, lorsqu'il rentrait ou lorsqu'il était titulaire, arrivait à débloquer les situations par de très bons matchs, par de très bonnes performances. Et là, on voit que quand tout est un petit peu moins bien articulé, on commence à avoir des doutes, on commence à se poser des questions. Et c'est pour ça que, à mon sens, les 4 vrais leaders de vestiaire, que sont José Fonté, que sont Cheka, que sont Benjamin André et que sont Burak Yılmaz, doivent arriver à encadrer cette équipe, à encadrer les jeunes et à permettre à cette équipe lilloise de reprendre confiance et d'avoir un souffle nouveau. Parce que pour moi, c'est pas forcément une question de jeu, ça va être une question de confiance, une question d'envie. Et c'est souvent ce qui se passe quand tu sors d'un exploit, c'est que l'année d'après est toujours très difficile parce que tu sais que pour réitérer un exploit, c'est très compliqué à mettre en place et que forcément, il y a un petit peu moins d'envie, il y a un petit peu moins d'intensité dans les matchs lillois. Et je pense aussi que le retour, par exemple, d'un joueur comme Renato Sanchez peut apporter ce souffle nouveau, puisque Renato sort d'une saison qui, pour moi, est assez stratosphérique, et que si ce Renato parvient, par son jeu et par son génie, à débloquer les situations, il peut arriver à remettre le LOS sur les bons rails. Et sans oublier, juste pour ajouter, ce qu'on n'a pas trop parlé, mais un mec comme Maignan, je vois l'impact qu'il a déjà aussi à l'AC Milan, par exemple. Et c'est un vrai taulier. Je vois même son comportement et tout. Honnêtement, c'est un putain de gardien. Parce que là, tu le vois à un étage un peu supérieur. Et au-delà de ça, il s'est déjà imposé. C'est en mode, tu as l'impression, il est là depuis 2 ans, depuis 2-3 ans. C'est un truc de fou. Tout le monde l'a accepté. Il est très fort. Il a ce rôle. Il n'hésite pas à mettre des coups de pression, etc. Et il dégage déjà un truc. Hein. Ouais, c'est un mec qui rassure beaucoup. Et je suis très content de l'avoir aujourd'hui à l'AC Milan. Merci beaucoup, Max. Pas de souci. Merci à vous. Allez.
Merci, On se revoit Max. très vite. Ciao. On se revoit très vite dans l'émission. Alors, avant de conclure, bien sûr, la page Ligue 1, comme d'habitude, Bruce, on aime bien quand t'as le sourire et ça s'est très très bien passé pour Nantes. Du coup, il faut que tu nous fasses un petit peu le fameux résumé Canaries. Écoute, très content. Oui. C'était la régalade, c'était un match complètement fou. Voilà, une première mi-temps assez folle. On a un Blas qui, comme je dis, de toute façon est au-dessus du lot pour moi, qui continue à régaler. Kolo Muani qui a été juste stratosphérique. Je sais pas si vous avez vu son but ou plein de Tout le monde sang-froid. l'a vu, il a a fait sur ouais. Twitter le but. Incroyable. Voilà, c'est un joueur qui a quelque chose de spécial. Il y a aussi la passe D pour Blas. Voilà, Blas, c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses et moi je suis très fan. Et encore une fois, je pense que le club qui va mettre la main dessus parce qu'il arrive en fin de contrat fera une très belle affaire. Voilà, donc honnêtement, on en avait parlé parce que Zach, il avait vu le match Lyon-Nantes notamment, où Nantes n'avait pas fait un mauvais match, mais n'était pas en réussite. Contre Nice, honnêtement, Ouais. Nantes avait bien mieux joué que Nice, mais la réussite n'était pas là. Je trouve que Nantes, en ce début de saison, joue bien, sincèrement. Voilà, alors il n'y avait pas forcément les résultats parce que manque d'efficacité. Là, tu as tout qui rentre. Quand tu fais un tir à un but, le foot, ça devient beaucoup plus facile. Parce qu'en termes de jeu proposé, alors c'est peut-être fou ce que je vais dire, mais en termes de jeu proposé dans cette Ligue 1 en ce début de saison, je trouve que Nantes fait partie des équipes qui proposent quelque chose. Sincèrement, en termes de Avec jeu, Nice, etc. avec Marseille. Sincèrement, pour ceux en tout cas qui ont vu un petit peu Nantes jouer, il y a du jeu, donc c'est assez plaisant. Alors il manquait l'efficacité, là, elle était de retour, donc ça fait du bien. Et on en parlait un petit peu en off juste avant. Il ne faut pas oublier que Nantes a déjà joué Rennes, Lyon, Nice, Monaco, Angers. Alors, ok, tu as des équipes qui pour le moment font pas le boulot parmi les gros que je viens de citer, mais c'est que des équipes qui sont pas simples à manœuvrer. Donc il y a eu un énorme début de saison aussi en termes d'équipes rencontrées. Et donc ces 3 points font beaucoup de bien. Là, ils ont quelques matchs qui sont censés être plus à leur portée. Et c'est là qu'on pourra peut-être vraiment jauger le niveau de Nantes. Et je pense que ils vont plutôt bien s'en sortir. Moi, honnêtement, je les sens plutôt pas mal parce que le jeu est là. Et quand le jeu est là, quand l'efficacité est au rendez-vous, ça peut faire très mal. Et c'est ce qui s'est passé, ce week-end. Voilà. Vous voulez réagir, Zach? Non, je suis d'accord avec ce qu'il y a à dire. Ok, non, et sans oublier qu'il y a encore lancé... Palois, etc. Moi, Palois, j'aime charrier gentiment sur les réseaux sociaux, mais parce que aussi, je l'aime bien. C'est vraiment un joueur qui fait le boulot. Et honnêtement, en ce début de saison, il fait partie des meilleurs défenseurs pour moi aussi. Et Giroto en ce moment, ça dit quoi? Parce que là, il y va quand même de son petit but. Il est un peu au niveau où on l'avait vu il y a 2 ans. Enfin. Ça rejoue. C'est vrai qu'il avait moins joué, notamment ouais. la saison passée, parce que après, il était plus basculé derrière. Là, il a été plus aussi réutilisé au milieu de terrain. Il peut jouer aussi d'essai, etc. Mais mais le groupe, tu sens qu'ils sont en confiance en termes de jeu et tout le monde en fait. Et tu les entendais parler, ils disaient on joue bien, mais on met pas le ballon au fond. Donc forcément, c'est compliqué, mais on a confiance en notre jeu. C'est ce qu'ils disaient à chaque fois. Et c'est ce qu'ils ont répété là après le match. On sentait qu'on jouait bien, mais il n'y avait pas ce brin de réussite, mais on avait confiance au mec devant. Et il y a Simon aussi. Lui, on peut l'associer à lui faire un très très bon début de saison. Voilà, dans tous les bons coups, pas mal de passes D, meilleur passeur du championnat si je dis pas de conneries. Ouais. Et c'est un joueur qui est très déstabilisant. Alors, parfois dans le dernier geste, ça va pas être le meilleur finisseur, mais en tout cas il fait des différences et ça fait du bien. Eh bien merci Bruce pour ce petit résumé en tout cas. On continuera de suivre ça. Petite question FreeBet les amis. On va vous offrir ça avec notre partenaire PMU bien sûr. La question apparaît, quel est le club formateur de Lucas Paqueta? Tout simplement, vous répondez sur le chat et bien sûr le plus rapide repartira avec ses FreeBet. La transition, elle est là, hein. Elle nous sert justement notre prochaine chronique de l'émission. C'est le débrief de PSG Lyon, on n'a pas fini d'en parler. Grosse affiche, gros match. Franchement, personnellement, je le dis tout de suite, moi j'ai trouvé que c'était un match très agréable à regarder. Il y a des choses à dire et vous allez tout nous dire bien sûr les gars, mais c'était un match franchement super intéressant. Victoire finalement du PSG, un petit peu sur le buzzer, hein, sur le gong. Zach, supporter lyonnais du coup. Dis-moi tout. On a vu passer tes tweets, beaucoup de frustration j'imagine après cette défaite hein, quand même. Au-delà de la frustration, non, je suis d'abord content de la performance de mon équipe. Ça, franchement, ça fait plaisir. Genre, on a essayé de jouer haut, on a essayé de presser constamment. Alors, à des moments, comme j'avais dit en première mi-temps lors de mon débrief, je trouvais qu'à des moments, on laissait peut-être un peu trop de liberté à Kimpembe pour relancer. C'était le seul qu'on cadrait pas. Sinon, le reste, en général, on était assez agressif au pressing, mais c'était plutôt bien. On a eu des intentions, tu vois, c'était propre. Même sur notre pourcentage de passes réussites, on était un poil en dessous de Paris, ce qui veut dire qu'on a avant tout essayé de jouer correctement avant d'essayer de balancer. Sauf sur la fin, c'était un petit peu plus
effectivement compliqué vu que Paris pressait correctement dans la foulée de leur égalisation. Mais au global, j'étais content. Vraiment, Karl Toko était en forme. Le milieu a fait globalement une bonne performance. Que ce soit Paqueta, il est incroyable. Paqueta à la récupération, Guimarães, etc. Franchement, c'était très très bon. Gusto, pour son 5e match en professionnel, fait un très bon match. Emerson également. Boateng, c'est mieux que contre les Rangers déjà. Enfin, mieux que son précédent match. Et de même que Denayer qui monte en puissance. Et ça c'est très positif. Il y a un mois à Lyon, quand on nous a quittés, on venait de se prendre 3-0 par Angers. On avait 0 recrues et des joueurs en méforme. Un mois plus tard, qu'est-ce qu'on a ? On a une équipe qui a fait des recrues, qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs et qui fait un match nul mal payé contre Clermont et qui, à côté de ça, trouve des recrues qui réussissent à ramener un vrai plus à l'équipe, donc et qui montent en puissance, je dirais. C'est plutôt propre. Le premier but est mérité, dépassement de fonction de Paqueta, Karl Toko sur le côté qui confirme son retour en forme. Tu sens que son match contre les Rangers lui a fait du bien. Maintenant, je vais pas épiloguer sur le penalty. Pour moi, il y a pas penalty, il y a faute évidente de Neymar sur Gusto. Après, ça donne le penalty. Tant pis, c'est comme ça, c'est bon, on va passer à autre chose. Et c'est dommage Dembélé aussi, mine de rien, parce que lui, il était en feu. Ouais, ça aurait mis. En plus, un autre petit coup du sort, pas de chance qu'on a eu sur le match, c'est que Toko sort sur blessure, alors qu'il voulait sortir Shaqiri, qui faisait un très mauvais match. Donc, si on avait pu préserver Toko, qui apportait vraiment du danger, ça aurait pu être pas mal pour la fin de match. Donc, on a même ce petit coup du sort qui va pas dans notre sens. Après, pour le coup, à la fin, Mbappé, qui a été invisible pendant 90 minutes, envoie un centre magnifique pour Icardi, qui se démarque bien au deuxième poteau dans le Denayer. C'est très bien joué sur cet espace-là. Mais pour le coup, franchement, je trouve que ça a été un beau match, un match agréable, et j'étais content du match de mon équipe, que ce soit dans les intentions, dans la réalisation et tout. C'est propre et ça, c'est que de bon augure pour l'avenir. Maintenant, on a 2 matchs abordables avant la trêve internationale. On a 3 et Lorient à la maison. Il faut enchaîner. Vous allez prendre un 6/6. Si on prend 6/6, ça fera plus le match contre Brøndby, ça ferait 6 victoires dans les 7 derniers matchs en dehors de celle contre Paris. Bon, bah voilà, c'est comme ça, tu vois. Franchement, à l'heure actuelle, je trouve que le match nul aurait largement mieux refléter la physionomie du match, parce qu'il n'y a pas eu énormément non plus d'occasions des deux côtés. Il y a eu des occasions, mais pas non plus la folie. Il y a eu un poteau de Messi d'ailleurs sur une faute où il n'y a rien, mais bon, ça c'est autre chose. Il y a eu le poteau de Messi, l'arrêt. Il y a eu l'arrêt de Lopez sur le face-à-face qui était très très important. Il y a eu une petite frappe à un moment de Shaqiri, mais au global, les goals n'avaient pas été trop sollicités. Mais ouais, franchement, ouais, j'ai bien aimé ce match, franchement. J'ai bien aimé. Kanto, t'as un problème ou parce qu'on te voit connecté depuis tout à l'heure sur Discord. Petite galère de connexion là, je sais pas trop pourquoi, mais ok. Ça va être passager. Ça tient, t'es sûr? Ouais, ça va tenir, tenir. Okay. Sinon, je mets une patate à la connexion. Donc, vas-y doucement quand même. Alors Kanto, toi, ce match-là, ce Lyon PSG, toi, t'étais aussi plutôt d'accord avec Zach, hein, bien sûr, oui. Jamais penalty par rapport à Neymar. Ce match, tu l'as vécu comment, toi? Très neutre en plus, hein, vu que t'es pas du tout supporter ni de l'une ni de l'autre. Non, mais comme très souvent, plutôt agréablement surpris par la performance de Lyon face au PSG. C'est vrai que c'est une équipe qui, ces dernières années, est peut-être l'équipe, alors j'ai pas la stat exacte, mais à mon sens, c'est l'équipe en France qui prend le plus de points face au PSG, parce que on a très souvent tendance à penser que ça va être quasiment une formalité pour le PSG, et finalement, l'OL arrive toujours à sortir des bons matchs avec un plan mis en place par le coach Peter Bosz qui a été plutôt intéressant, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Essayer de conserver le ballon au maximum, avoir un petit peu de possession et ne pas laisser le PSG aux alentours des 70% de possession comme ils ont l'habitude, sinon tu fais que subir. Et forcément, quand tu as le ballon et que tu acceptes de le porter un petit peu plus haut et de construire, tu t'exposes beaucoup moins à des phases offensives du PSG, même si forcément le PSG, avec les qualités du PSG, arrive à se procurer des occasions ou à au moins venir errer comme ça dans les 25 derniers mètres lyonnais. Mais non, moi je suis plutôt optimiste pour cette équipe lyonnaise. C'est vrai que comme l'a dit Zach, on était tous un petit peu pas paniqués, mais c'est vrai que quand c'est Lyon, ça fait bizarre de voir de telles performances face à des équipes comme Angers où tu te fais complètement fumer. Et derrière, des recrues plutôt intelligentes, des joueurs d'expérience et surtout un coach Peter Bosz qui arrive à remettre l'équipe sur le bon rail et à mettre un petit peu son jeu en place, à faire ressentir un petit peu sa patte. Donc non, le match a été de bonne facture. Après, vous savez que j'ai un petit problème global moi avec l'arbitrage. Encore une fois, ça me fait très vivement chier que ce soit un fait de jeu qui vienne influencer un gros match comme ça. Lorsque je vois des gros matchs et que je vois que trop souvent c'est influencé par la VAR parce qu'il y a un ballon qui a été contré dans la surface de réparation et que c'est venu malheureusement percuter la main d'un joueur
et qu'on siffle un penalty qui normalement à vitesse réelle n'aurait jamais été sifflé, ça vient un petit peu dénaturer le foot. Là c'est un cas qui n'est pas similaire, mais on a quand même une décision arbitrale qui vient corriger tout ça, et j'ai du mal à comprendre comment avec la VAR on peut siffler penalty, parce que encore une fois, si tu regardes un minimum le ralenti, tu vois que Malo Gusto est largement devant Neymar et que c'est Neymar qui le martyrise, et que Malo Gusto malheureusement n'est pas un catcheur ou un professionnel de l'haltérophilie, et que forcément quand tu as ton centre de gravité qui est poussé vers le bas et que tu es plié en deux, et qu'en plus de ça on te secoue dans tous les sens, bah, tu es peut-être un petit peu obligé de tomber et de venir balayer ton adversaire, et visiblement un monsieur de l'expérience de Turpin n'est pas arrivé à voir ça. Donc ça m'embête un peu, parce que, comme on l'a dit avec Bruce tout à l'heure, je pense que ça change complètement la physionomie du match, parce que Lyon 1-0 et sans ce penalty aurait peut-être bétonné, aurait peut-être tenu un gros résultat et fait chuter le Paris Saint-Germain. Mais voilà, après peu importe, vous savez, je suis supporter à Marseillais, que ce soit Lyon, que ce soit le PSG, le résultat m'importe peu. Mais voilà, ce qui me chagrine, c'est quand même quand le football vient être un petit peu nécrosé par un arbitrage catastrophique. Alors évidemment, vous avez dit pas mal de choses sur l'OL, et c'est vrai que Bruce, il faut aussi qu'on parle du PSG du coup, parce que là aussi voilà, parler de ce début de saison et des choix qui sont faits par Pochettino, bien entendu, dont un qui a beaucoup fait parler, je pense même au-delà de nos frontières. Juste un truc peut-être sur l'OL que moi je voulais rajouter ou appuyer, c'est vraiment cette volonté de défendre en avançant. Ça m'a vraiment fait plaisir de la part de l'OL, parce que c'est vrai qu'on réclame beaucoup ça en Ligue 1, on réclame des équipes qui jouent, on réclame des équipes qui proposent des choses. Et de plus en plus, moi j'ai l'impression qu'on le voit. On voit des équipes qui arrêtent de se retrancher, de se regrouper, de se dire que c'est le PSG, que sur un contre ça va passer. Non, là on a vu un l'OL regarder le PSG dans les yeux. Ça fait plaisir. Et des joueurs qui pas forcément qui se sont révélés, mais en tout cas qui ont vraiment pris un petit peu la mesure de ce match-là. C'est un match important. C'est pas parce que le PSG, tu te dis qu'ils sont dans une autre galaxie, que tu peux pas venir tenter des choses contre eux, tu vois. Le match de Malo Gusto, on l'a tous aimé. Paqueta, moi je vous en ai parlé très vite cette saison, je pense vraiment que ce joueur, il faut construire autour de lui, et je serais très heureux s'ils arrivaient à le garder pour plusieurs années, parce que il me semble que ce mec-là peut être vraiment l'avenir et peut être au centre du projet de l'OL. C'est un joueur qui a tellement de qualité, ça a été beaucoup souligné. Non, franchement, j'ai aimé en tout cas cette volonté de proposer le match. Après, c'est vrai que le match il tourne sur des faits de jeu, il tourne aussi sur une fin où voilà, à un moment donné, quand t'as du talent en face, il en suffit d'une, et malheureusement ça peut tourner sur ça, mais agréablement surpris par la proposition de Lyon. Et aussi pour aussi appuyer ça, c'est vrai que Lyon, c'est une des équipes qui fait toujours très très mal à Paris. On l'a vu la saison passée, ils perdent, je crois. Alors justement, j'avais un petit trou, Zach. Parce que Paris, c'est bien Guimarães qui marque l'année dernière, non, contre Paris. Non, c'est Kadewere. C'est Kadewere. Ok, voilà, ils perdent contre parce que Lyon. Paris, si t'as un peu de talent et que tu leur rentres dedans un peu et que tu les regardes pas jouer, ils seront souvent en difficulté. Mais oui, mais c'est ça que physiquement, c'est une équipe qui est loin d'être parmi les meilleures équipes européennes. Du coup, quand tu as un peu de talent en face et des mecs capables de répéter les efforts et de leur rentrer dedans, ils seront souvent en difficulté. Ouais. C'est pour ça que Lyon leur pose souvent des problèmes. Vas-y, Quentin. Juste, et je dis absolument pas que Lyon est une petite équipe, mais je parle juste de la volonté de jeu. Et comme tu as dit, la défense en avançant, presser rapidement, essayer de conserver le ballon dans la moitié de terrain adverse et surtout proposer du jeu. J'ai l'impression que le football actuellement est depuis le début de la saison presque un virage un petit peu particulier, où ça fait quelques années où les petites équipes dans les championnats ont tendance à bétonner, à essayer d'accrocher des victoires par-ci par-là, où la France a été championne du monde en bétonnant, où des équipes comme Chelsea par exemple ont fait valoir principalement leur solidité défensive. Et là, j'ai l'impression que quand je vois des matchs de Ligue 1, je vois beaucoup de buts, je vois du football, que ce soit des équipes comme Clermont, tout à l'heure Bruce l'a dit, Nantes joue très bien au foot. On a vu en Champions League, on a vu Bruges qui a fait un super match contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Et globalement, j'ai l'impression qu'on essaye de plus en plus à jouer au aussi. football avec le Sheriff Tiraspol. Alors là, j'ai pas regardé le match, mais voilà, on a vraiment la sensation que on a envie de jouer au foot, et avec des entraîneurs comme Sampaoli qui veulent prôner le football total, des entraîneurs comme Bosch qui essayent également de proposer un football séduisant. Je sais pas si c'est passager, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a un virage, un changement où maintenant, peut-être que la culture du résultat est peut-être secondaire, et on a envie de primer le beau jeu.
Alors je ne sais pas si je me fais des idées, et probablement que oui, mais en tout cas c'est un sentiment que j'ai depuis le début de l'année de voir très très peu de matchs de merde finalement. Mais je crois que sur la 5e journée, je crois qu'il y a 28 buts de marqués, hein, il me semble. Et là, il y en a encore notre beaucoup. Ligue 1 est incroyable. Je sais plus, mais on n'était pas loin des 30 buts en tout cas. Donc oui, il y a peut-être un effet qui est en tout cas confirmé par les statistiques. Bruce, ton avis un petit peu sur ce match-là, t'as envie de dire des choses sur l'OL, mais je sais que t'as aussi envie de dire des choses sur le PSG. Non, mais l'OL, vous avez tout bien résumé. Hein. Ils ont fait un bon match, ils méritaient mieux. Le penalty, bon, bah, c'est une douille, on va pas se mentir. Votre petit, enfin Gusto, j'ai trouvé très intéressant. Toko qui fait un bon match, bon Paqueta, etc. Enfin, vraiment Lyon dans le vrai. Et Paris, Paris, oui, pour le moment, c'est carton plein en Ligue 1, mais je les trouve pas impressionnants. Après, comme d'hab, ils ont cette marge en Ligue 1 où même s'ils sont pas à leur top, bah, ils vont souvent s'en sortir. Voilà, on l'a encore vu, mais sincèrement, je me pose de plus en plus de questions sur Paris. J'ai envie d'y croire parce que pour moi, il y a tout, vu le recrutement, etc. Il y a tout dans cette équipe, mais sincèrement, Pochettino, ça fait un petit moment, j'ai des doutes au niveau de son coaching, c'est très dur à comprendre. Et puis même dans la manière de jouer, l'équipe qui est alignée, là je suis désolé, l'équipe, enfin tu peux pas avoir une compo équilibrée, une équipe équilibrée avec ce 11-là, je suis désolé. Donc de base, je sais pas pourquoi aligner une équipe comme ça. Bon après ça leur donne raison, ils arrivent à gagner, donc tant mieux. Après j'en vois plein cracher sur Messi, mais ceux qui ont regardé le match hier, je pense que c'était pas le pire parisien. Ok, par rapport à Messi, bien sûr, même moi j'en attends bien plus. C'était Kerrer, ça. Mais il y en a, il serait temps de regarder un petit peu les matchs aussi, parce qu'il a fait quand même quelques trucs et c'était pas le pire. Mais bon, voilà, je tiens à le dire. Après, Messi éclaté, calme-toi. Bah, les gars, sincèrement, vous qui avez vu le match, vous avez trouvé que c'était le pire parisien hier? Non. Pas au niveau de ce que tu peux attendre de sa part. Exactement, par rapport à ce que tu attends de lui, ok, pas de souci. Il est encore en rodage. Après, sur certaines phases de petits jeux, etc., c'était intéressant. Et tu sens qu'ils commencent à essayer de renouer leur petite relation technique avec Ney, mais non, ça n'a pas été le pire. Là, vraiment très loin de ça. Enfin, franchement, il était limite un peu plus inquiétant contre Bruges, si je dis pas de bêtises, parce que franchement, hier, je le trouvais pas loin d'être un mauvais match. Je dis pas que c'était bon, je dis pas que c'était incroyable. Par rapport à lui, t'en attends plus, c'est tout. Voilà, je suis d'accord sur ça. Par rapport à lui, t'en attends beaucoup plus que Messi, tu veux le voir décisif tout le temps. Après, contre Bruges, il tape pas la barre, ça rentre, il donne la victoire, bah tout le monde dit c'est un gros Messi. Et pareil hier, tu vois. Si puis bon, il joue avec des plots aussi contre Bruges. Même en attaque, en soi, Mbappé, il a été 100 fois plus transparent que Messi et il y a juste son centre en fin de match. Oui, son centre en fin de match qui par contre est absolument magnifique, ça y a rien à dire. Mais genre si on prenait le quatuor d'attaque parisien, le pire hier c'était Mbappé avant le centre, tu vois ce que je veux dire. Et donc pour le coup, Messi, pour moi c'était pas le plus mauvais match. Mais après bon, il y a des gens ils aiment bien polémiquer. Oui, après moi c'est le PSG dans son ensemble où encore une fois, moi j'ai l'impression que physiquement ça bosse pas assez dans cette équipe, je sais pas, j'ai l'impression que souvent dans des gros matchs, alors il y en a ils vont me sortir la LDC de l'année dernière, mais ils ont joué un Barça, bon on connaît, et le Bayern c'est une équipe où c'est ouvert, tu vois par exemple, donc tu peux leur faire mal, ça peut correspondre à Paris parce qu'ils ont des joueurs rapides, etc. Mais j'ai toujours ce problème avec Paris que dès qu'ils jouent des équipes qui sont capables de mettre beaucoup d'intensité et qui sont forts en face, bah Paris se retrouve automatiquement en difficulté parce qu'ils n'ont pas assez de répondants à ce niveau-là. Et moi, j'ai le sentiment que le PSG, physiquement, est loin d'être prêt. Alors après, est-ce que ça ira mieux dans les mois à venir? J'ose espérer, parce que sinon, pour moi, ce PSG-là, en tout cas, je leur donne très peu de chance. En Ligue des Champions, en tout cas, je suis honnête. Malgré que, pour moi, il y a l'équipe, il y a de quoi faire. Mais il va falloir, je sais pas, bosser plus et être à 100%, parce que j'ai le sentiment qu'ils sont limités aujourd'hui. Voilà. Après, et physiquement, pas en termes de talent, physiquement. Après, on a encore une superbe trêve internationale dans 10 jours et on a encore une superbe trêve internationale début novembre. On aura eu une trêve internationale début septembre, début octobre, début novembre, avec encore 2-3 bons matchs au Venezuela, en Bolivie et ailleurs. Ça va encore faire du bien aux joueurs, ça. Après des rythmes de match tous les 3-4 jours bien intenses, bien vénères avec l'arrivée des Coupes d'Europe. Tu vas en plus renvoyer tes joueurs à l'autre bout du monde, aller jouer dans des bourbies et des stades un petit peu compliqués. Début septembre, début octobre, début novembre, on aime ça.
Tu le dis de manière ironique, mais en vérité, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Bien sûr. À ce sujet-là, avec toujours le Brésil qui met des matchs le vendredi soir au retour quand leurs joueurs rejouent 1 ou 2 jours plus tard. Ça, c'est hallucinant. C'est absolument hallucinant. Et à ce sujet, puisqu'on fait une petite parenthèse sélection nationale, et vu que ça avait été le sujet par rapport à la Coupe du Monde tous les 2 ans, il y a de ça une semaine ou 2. Ouais, c'était récent, ouais. J'avais parlé du phénomène de normalisation, d'avoir quelqu'un comme Arsène Wenger qui venait en parler. Et j'avais dit qu'il y aurait peut-être Nedved ou Luis Figo, par exemple, qui viendront appuyer le projet. Dans la semaine, j'écoutais RMC, c'était David Trezeguet qui venait dire que c'était il y a eu R9 aussi. Il y a eu R9. Ouais, mais R9, on en avait déjà parlé. Mais là, c'était carrément une interview de Trezeguet qui était consultant pour la FIFA pour venir défendre le projet de Coupe du Monde tous les 2 ans. Avec une mallette, tu règles tous les problèmes. Exactement, en disant que lui connaissait bien le football, qu'il avait pris l'exemple d'ailleurs de son fils pour dire que son fils, lui, voulait une Coupe du Monde tous les 2 ans parce que tous les matchs pipés qu'il y avait, ça c'est ce qu'ils lui ont dit de dire, ils lui ont donné un texte. Le seul truc intéressant de cette réforme, c'est 2 phases internationales de toute l'année. C'est le CDM toutes les 2 ans, etc. Je comprends totalement, mais sur ça, il faut absolument changer parce que les trêves internationales, on n'en peut plus. On n'en peut plus vraiment, on n'en peut plus 2, 3, 4. Je crois que cette année, on est à 5 trêves internationales au total. Je crois qu'il y en a encore une en janvier-février. Il y en a encore une. Dis-toi, là, Lyon, par exemple, en prenant juste mon équipe, et quelqu'un a très justement dit dans le chat, je crois que le Brésil affronte l'Argentine le vendredi ou le samedi, et nous, on affronte Monaco le dimanche. Correct. C'est bien, hein. Non, mais ça, c'est bien. On perd juste nos 2 meilleurs joueurs. C'est comme ça. C'est là où t'as le seum de plus avoir Kalimundo, quoi. C'est vraiment ridicule. Non mais tu vois, par rapport à Trezeguet, je crois que ça fait des années quand même qu'il bosse déjà avec la FIFA et Wenger, je crois qu'il le cite dans l'interview, hein. Il parle déjà lui, hein. Il dit que David Trezeguet, Figo, tout ça sont plutôt ok, donc bon, c'est pas très surprenant finalement. En tout cas les amis, je pense qu'on peut refermer cette page Ligue 1 et PSG, sachant qu'on va un petit peu aussi reparler du PSG tout à l'heure pour la Ligue des Champions. On va faire un petit tour d'Europe comme d'habitude. Et on va commencer par l'Angleterre, bien entendu, et parler de la Première Ligue. Déjà, un petit mot sur Manchester City, hein, qui cale dans cette 5e journée de championnat. Je pense rien d'inquiétant pour City, juste que la semaine prochaine, City affronte quand même Chelsea. On a déjà le gros match entre les deux. Vous les sentez comment City en ce début de saison là? Ouais. Non, mais après City, je pense personne s'en fait pour eux, mais il y a quand même quelques équipes qui carburent en ce début de saison et on sait que l'APL, pour être champion, c'est pas qu'il faut faire une saison sans faute, mais vu le niveau des équipes, surtout cette année, vu le niveau des équipes, t'auras pas le droit à l'erreur tant que ça. Donc si jamais ils perdent contre Chelsea, ça fera déjà 3 matchs sans victoire. Donc on va dire que pour City, ça ferait un peu beaucoup. Après, moi, je m'en fais absolument pas pour eux dans le sens où pour moi, ils seront dans la course au titre très longtemps, mais c'est vrai qu'il faut faire attention quand même. Ouais, c'est pas simple. Alors sur le classement, en tout cas, City qui pour l'instant il y a rien d'alarmant, hein. De toute façon, les équipes en haut se tiennent en à peine 3 points, hein, bien sûr. Chelsea donc qui domine ce classement, Liverpool juste derrière à égalité de points avec Manchester United, Brighton devant City et donc City qui ferme la marche. Ils sont juste à 3 points. De l'autre côté, il y avait le match bien sûr de Manchester United. Évidemment, un match assez incroyable parce que du coup, on pensait vraiment que ça allait se terminer sur un nul. Et finalement, il y a eu ce fameux penalty sorti par De Gea et ce but De Gea qui est pas mal. Il renaît un peu. Hein. Il profite d'avoir du temps de jeu et tout. Il est pas mal. Hein. Il reprend des couleurs. Ouais. Souviens-toi, Bruce, on en parlait beaucoup. Toi, je sais que t'as jamais été un grand fan de De Gea, mais il faisait tout le temps des bourdes. Il n'était pas fiable, tu vois. Il était capable de te faire des gros matchs et le match d'après, de te coûter le match. Donc c'est compliqué, tu vois. Bien sûr, mais dans une équipe, dans une équipe forte, quand t'as une équipe qui est de bien meilleure qualité, je pense que un joueur comme De Gea, même si oui, en effet, il a cette propension à parfois bourder un petit peu. Je pense que quand t'as une équipe qui est forte autour de toi, tu peux aussi toi-même
te mettre au diapason. Ça, je pense que c'est le propre de plein de joueurs, ça. Et United est beaucoup plus fort. Alors, on l'a vu face à ce West Ham, ça n'a pas été simple parce que West Ham, on le sait, c'est une équipe qui vraiment casse beaucoup en tout cas de système de jeu, ça on le sait, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à justement bien monter et se mettre plutôt pas mal dans cette PL. Mais en face, voilà, t'as Cristiano qui marque encore, t'as Lingard et Bruno qui met encore son à petit la but. passe. Bruno Fernandes encore en place. Je sais pas ce qu'il y a à dire, mais en tout cas voilà, pour le coup United qui s'en sort bien, même si je suis assez d'accord avec ce qui se dit depuis le début de la saison. C'est vrai que pour l'instant on voit toujours pas vraiment la patte de Solskjaer. On a encore un peu du mal, tu vois. Par exemple, tu vois Chelsea ou City, c'est des choses plus ou moins établies maintenant, on a compris. Oui. Et United, ouais, ça sera souvent sur des coups d'éclat, etc. Et c'est pour ça que moi c'était ma petite réserve sur eux, c'est en termes de jeu, tu vois. En termes de jeu, c'est sûr que parfois, tu t'en remets à des exploits individuels et voilà. C'est là-dessus où moi, j'avais la petite réserve sur United. Après, même si là, c'est pas facile, mine de rien, fallait gagner le match. Ils ont su le faire. Donc, West Ham, c'était très joueur, hein, ne serait-ce que la saison dernière. Hein, donc c'est pas mal d'avoir réussi à gagner chez eux. Hein. C'est un très bon résultat. C'est pour ça, il n'y a rien à dire. Mais voilà, on avait vu notamment aussi la dernière fois en Coupe d'Europe. Bon, après, ils avaient pris le rouge. Donc, c'était compliqué. Ça leur a fait très mal. Mais même en championnat, ça n'a pas... contre Newcastle, même si à la fin, je avais trouvé le score un petit peu trompeur parce que, voilà, au début, ils avaient un peu peiné aussi, etc. C'est juste à ce niveau-là. Après, bien sûr qu'il y a le talent. Tu as Cristiano qui te met son but par match. Tu as Bruno qui régale. Et puis, tu as les joueurs. Tu as les joueurs pour. Mais en espérant que, oui, ça aille peut-être un petit peu mieux à ce niveau-là pour être encore un peu plus constant, même si au final, ils ont quasi pas laissé de points ce début de saison. Mais on attend encore que Sancho réussisse un petit peu à s'adapter à cette équipe et à commencer à libérer un petit peu ses qualités. On attend aussi le retour de Rashford, forcément. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Je pense que Varane, il est pas encore à 100% dans cette équipe-là. Il est pas encore en pleine possession de ses moyens. Je pense qu'il y a plein de trucs. Il y a une marge de progression qui est quand même assez importante. Maintenant, c'est ça, qu'il y a une marge de progression. Quand même à prendre les points sans être à 100% en fait, tu vois. Donc ça, je suis d'accord avec toi, c'est très bon signe parce que tu sens qu'il y a une marge de progression et mine de rien, ils arrivent quand même à s'en sortir quand c'est compliqué la plupart du temps. Donc c'est plutôt bon signe. Ouais. En tout cas, voilà, ça c'était pour les Manchester. Il y a Chelsea aussi qui a affronté Tottenham. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire Zach Tottenham se sent vraiment fait balayer. À la fin, c'est vraiment parti en plus sur un but de Rudiger avec Werner qui... Et franchement, ça aurait pu être encore plus. Vraiment, le blocage mental de Werner, il est incroyable. Ah, t'as vu sur la passe de Lukaku, il rate son contrôle là. Il rate un contrôle vraiment. Parce qu'il pense déjà à comment finir l'action avant de recevoir le ballon, tu vois, tellement il est pas bien à ce niveau-là et du coup il rate son contrôle. C'est ouf. Werner, il a ça, mais bon, en dehors de ça, franchement, Chelsea, la machine, parce que vraiment ils ont, comme on l'a dit, solidité défensive très 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 appuyée et avec une propension à faire des transitions qui fonctionnent extrêmement bien, tu vois, avec des joueurs qui verticalisent très vite et qui savent percuter. N'Golo Kanté, hier, à plusieurs moments, quand il se retourne face au jeu et qu'il arrive à percuter, à avancer, à dribbler 2-3 et à réussir à trouver des lignes. Kovacic sait faire ça aussi. On l'a vu, ne serait-ce que sur le but, il me semble, sur un de leurs précédents matchs où il fait une sorte de remontée de balle vraiment magnifique. Donc, franchement, à l'heure actuelle, Chelsea, assise défensive, bonne transition, efficacité, des bons latéraux qui ont un apport énorme. Marcos Alonso, il est incroyable aussi en ce moment. Non, franchement, c'est très très propre à l'heure actuelle. Parce que, Chelsea, c'est vraiment dans la continuité. Sachant que l'année dernière, en fin de saison, même s'ils finissent champion de LDC, à des moments en PL, ça commençait à être un peu moins flamboyant. Ils commençaient à avoir un peu plus de mal à se créer des occasions et à être un peu plus lisibles. Mais à l'heure actuelle, ils reviennent avec une équipe améliorée encore avec l'apport d'un Lukaku, et top contender, franchement. Et même moi, on en parlera un peu plus tard, mais je pense que City va avoir du mal ce week-end, franchement. Surtout qu'ils arrivent, Chelsea, c'est un peu leur bête noire ces derniers temps. Ils n'arrivent pas à les jouer, donc ils ont l'ascendant psychologique. Ouais, exactement. Mais oui, c'est exactement ce que j'ai dit sur mon stream. Comme City avec Liverpool, sur les années précédentes. En gros, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit peut-être que City, tu vois, sur la longue, sur un 38 matchs, peut finir devant Chelsea parce que Chelsea, à un moment, peut caler, peut avoir un peu moins de réussite, peut, on sait pas, avoir une blessure. Bref, peut avoir un truc qui peut les empêcher d'être constants sur 38 journées. Par contre, j'ai le sentiment qu'avec la fin de saison dernière, que ce soit la finale de LDC ou les autres matchs qu'ils ont fait, j'ai l'impression que Chelsea
un peu un ascendant psychologique sur City qui peut à nouveau se retranscrire dès ce week-end. Donc, faut voir. Ça se trouve, je me trompe. Ça se trouve, je me trompe et City va leur mettre 3-0. Non, mais surtout quand tu voyais le docu là avec City machin, c'était quoi sur Amazon ça où avant de jouer Liverpool, ils avaient pris l'avance, ils avaient pris l'ascendant Liverpool sur City et du coup ils transmettaient la peur, mais de ouf. Enfin, peut-être il est pas con, peut-être il faisait ça pour créer l'effet inverse. Mais honnêtement, il donnait une image en mode on joue des monstres et tout. Il parlait de Mané, Salah et tout. Oui, je m'en souviens très bien de ça. Moi, franchement, j'écoutais le discours. Je me dis, mais je suis joueur. Je me dis, mais le mec, il croit même pas en nous contre eux. Ils se font toujours fumer. Mais le pire, c'est que ce week-end, City a manqué d'énormément de justesse dans le dernier geste. Ils ont eu plusieurs occasions, mais plusieurs fois, que ce soit Sterling ou les autres, ça a manqué un peu de justesse, tu vois. Et la défense de Southampton a fait du gros travail à ce niveau-là. Et en plus, ils s'en sortent bien parce que vraiment, je sais pas si vous avez vu, ne serait-ce que le résumé, mais le penalty non sifflé pour Southampton, franchement, certains penseront qu'il n'y a pas faute de Kyle Walker. Moi, je trouve qu'il y a faute de fou malade. Pas de fou malade, mais je trouve que le penalty aurait été mérité pour Southampton. Il passe un peu devant, où il met sa jambe, et d'ailleurs, c'est en fait, il met la jambe et il met le ballon avant, et après, il essaye de se rattraper, c'est ça? En fait, il met la jambe et il met un tel physique qu'il fait tomber l'attaquant, et derrière, il lui tombe dessus et tout. J'étais là, après, vous en sortez bien. Ça, à mon avis, c'est notre avis en Ligue 1 et dans les autres championnats, parce que c'est comme Cristiano, tu vois, il aurait pu avoir des pénaux machin, et en PL, tu sais que ça a tendance à laisser un peu plus, tu vois. Faut vraiment. En fait, c'est l'appréciation de l'arbitre. Ouais, c'est l'arbitre qui décide là pour le coup. Des trucs comme ça à l'étranger, sûrement que ça siffle. Et il y a Thiago Silva, c'est vrai que le chat le disait. Thiago Silva, c'est vrai que lui, il revient. Enfin, à Chelsea, tu le vois qu'il est tellement bien, le mec. Le match qu'il te fait encore là, c'est un truc de fou. En tout cas, Thiago Silva. Comme un poisson dans l'eau. Thiago Silva et comme tu l'as dit aussi, je sais pas si on peut parler de renaissance, mais en tout cas, le match que fait Alonso, c'est incroyable. C'est incroyable. Le mec, il est partout, il est en attaque, il propose. Même techniquement. Limite, il s'embrouille avec ses coéquipiers pour prendre des ballons parce que le mec, en fait, il en veut. Il a shooté Lukaku à un moment. Mais oui. Et c'est encore une fois cette sensation, en fait, que quand t'as une équipe qui monte d'un cran, qui monte en niveau d'un cran, ben t'as des joueurs en fait qui sont capables aussi de monter avec. Et un joueur comme Azpilicueta, tu vois, un joueur comme Rudiger, il y a à un moment donné, je crois que Rudiger, on en parlait, c'était limite, il était perdu pour le foot, ce mec. Aujourd'hui, c'est redevenu. C'est Tourelle qui l'a relancé. Mais c'est pour ça que je pense que oui, c'est cette équipe en fait. Là en ce moment, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas c'est très fort. Et puis terrible pour Tottenham quand même, parce que à la fin c'était presque gênant. Il y a un moment, il y a eu, je sais pas si vous vous rappelez, vraiment. Peut-être vers la 70e ou je sais plus, ou 75e, il y a eu des phases de possession. Tu avais l'impression qu'il y avait 4 divisions d'écart. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, mais bien ça sûr. jouait à la baballe, Chelsea, tu les sentais impuissants, ils essayaient de courir, ils pouvaient rien faire. Il y avait une diff de niveau à un moment, c'était flagrant. Tu te disais, waouh, mais après Chelsea, incroyable, tellement intenable. Intenable. Peut-être un tout petit mot sur Liverpool aussi, hein, parce que finalement, alors Liverpool qui nous a fait une masterclass de coups de pied arrêtés sur corner sur ce match-là, c'était aussi drôle. Mais finalement, Liverpool, on les sentait aussi peut-être un petit peu moins bien, mais en vrai, quand tu retrouves, mais même moi aussi, j'en avais parlé en bien. J'en avais parlé en bien. Pas Liverpool. Quand tu retrouves quand même tes gros éléments, ne serait-ce que Van Dijk, ne serait-ce que Fabinho au top du top, ne serait-ce que Henderson qui revient. Alors c'est vrai qu'il était un petit peu mis sur le banc avec l'émergence justement d'Eliott, mais oui voilà, quand tu retrouves tes gros joueurs et devant quand tu retrouves aussi une certaine efficacité, Liverpool en vérité ils seront dans la discussion cette année. Et encore Diogo Jota bicrave beaucoup sur ce match-là contre bien sûr. Non mais clairement. Encore une fois, ça nous prouve que cette saison de PL, elle va être le seul truc qui peut les niquer, et c'est pour ça que je pense que la vie est un peu biaisée de pas mal de monde, en mode ils misaient moins sur Liverpool cette année, mais comme on le sait tous, Liverpool la saison passée, ils ont eu 1 milliard de blessés, ils devaient même pas finir top 4. Ils arrivent à s'en sortir. Cette année, ils ont récupéré tout le monde. Le truc, c'est que, ils n'ont pas la profondeur des autres, mais s'ils n'ont pas trop de pépins et s'ils négocient. Après, il y a la CAN. Et s'ils négocient bien la CAN, voilà, exactement, avec sans Mané, sans Salah, sans Naby Keïta. Ouais, faudrait voir en fait les matchs qu'ils ont à ce moment-là, mais s'ils arrivent à s'en sortir à peu près indemnes de cette période-là, il faudra compter sur eux, tu vois, parce que après, je pense qu'ils recruteront peut-être un peu au mercato d'hiver par rapport à ça. Je pense que Klopp, ils vont faire quelque chose parce qu'ils savent que c'est un moment déterminant, donc ça peut faire mal.
Ouais, mais j'ai l'impression que les dirigeants de Liverpool, ils ont un peu fait les pingres ces derniers temps. Ouais. Ils ont déjà des problèmes avec le contrat de Salah qu'ils n'ont pas envie de renouveler, ou en tout cas pas au terme que lui il demande. Ça commence à traîner. T'as l'impression que chaque but, c'est ce que je disais dans mon débriefage, t'as l'impression que chaque but que Salah il marque, il a envie d'aller fêter devant le COP présidentiel en mode vous voulez pas me re-signer, tu vois. Genre, vraiment, j'ai l'impression que à Liverpool, ça fait un peu, c'est ce qui pose un peu souci. Après moi, Liverpool, même si là ils viennent de gagner, etc. De là à aller revoir contender pour le titre, je les vois quand même un ton en dessous des autres. Je suis comme toi, je les vois vraiment. Je pense qu'ils sont en dessous des deux autres. En revanche, je pense qu'ils auront leur mot à dire, quoi. C'est ça City, en fait que je veux dire. City en ce moment, tu fais franchement, parce qu'on sait que City, quand ils ont toujours du mal à jouer Liverpool, en tout cas quand Liverpool est au complet, franchement, tu fais City-Liverpool demain. Je suis pas sûr que City gagne, moi. Ouais, je suis vraiment pas sûr. Je pense que Liverpool et Chelsea, c'est les deux équipes là que Pep il déteste, hein, vraiment. Ils reviennent très fort en tout cas. Alors, on va peut-être parler un petit peu de la Bundes aussi. Quentin, je sais que toi, t'as checké le petit Wolfsburg-Eintracht Francfort. Forcément, on va regarder beaucoup Wolfsburg cette saison, vu que c'est quand même un adversaire direct pour notre cher Ligue 1 et notre LOSC. Est-ce que t'as ressenti un petit peu le même état d'esprit que ce qu'on a pu voir sur la Ligue des Champions? Non, c'était différent, mais c'était pas fameux quand même. Pour être honnête, ils étaient menés au score. Après, ils se sont mis à jouer. Ils ont fait une bonne deuxième période. Ils ont même failli marquer à la 92, je crois. Weghorst qui, sur un coup de billard, met une tête sur son coéquipier. Finalement, ça rentre. Bon, but annulé à la 92. Donc, ils ont failli aller chercher la victoire. Ça jouait quand même bien mieux que ce que j'ai vu en Ligue des Champions, mais c'était toujours pas le Wolfsburg incroyable qu'on pouvait attendre. Ouais, non, mais c'est ça en fait, Wolfsburg, c'est vrai que c'est très bizarre. En tout cas, moi, j'ai été, encore une fois, je le redis, je redis ce que j'ai dit mercredi, mais j'ai été très surpris par ce que j'avais vu face à Lille, sachant qu'en Bundesliga, ils sont capables de proposer beaucoup plus de jeux, capables de prendre beaucoup plus de risques, et c'est pour ça que ça m'intéressait justement d'avoir ton avis sur ce match-là. Peut-être, bon alors, le Bayern, plus 16 déjà. Bochum, merci. 16. Oh là là. Merci. La machine et Leroy Sané à gauche. Leroy Sané à gauche, ça fonctionne tellement bien. En plus, ouais, c'est ce que je disais au niveau de leur maillot, je l'adore celui-là. Ouais. Au niveau de leurs ailiers, ils ont une telle diversité possible. Quand Coman va revenir, Coman sait jouer des deux côtés. T'as Gnabry qui peut jouer à droite aussi, qui peut revenir à gauche si besoin. T'as Leroy Sané qui, à gauche, est en train de briller 10 fois plus que quand il était foutu à droite et où il avait vraiment du mal, un petit peu de la même manière qu'à City. T'as Kimmich qui est toujours aussi intelligent, une base défensive qui est intéressante. Franchement, ils sont toujours très forts le Bayern. Et ouais, ils sont, enfin, vraiment, si... Bon, j'irai peut-être pas jusque là, mais au-delà de ça, s'ils ont pas de blessés ou de trucs comme Lewandowski qui peut encore leur poser problème au moment où ils vont devoir être importants parce qu'ils ont, il me semble toujours pas avoir. Attends, ils ont toujours pas de 9 remplaçants de qualité, non? Ils ont c'est Choupo. Non, mais t'as Gnabry qui peut des fois dépanner devant, etc. Mais ils ont pas un deuxième. Oui, ils l'ont pas. Ouais, gros numéro 9. T'as Gnabry. Ouais, je capte. Non, bref, la seule chose que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, la machine a l'air pas mal huilée et j'ai bien envie de voir ce que ça va encore donner parce que entre des Tanguy Nianzou, Kouassi qui commence à avoir un petit peu de temps de jeu, des Upamecano qui ont l'air d'être bien en forme également. T'as Musiala qui est incroyable. T'as Musiala, là en ce moment ils font jouer Stanisic en arrière droit, t'as Goretzka qui a re-signé, qui est toujours là, Kimmich incroyable. Enfin franchement, les ailiers où tu peux à la fois les foutre en bonne patte, c'est-à-dire pour déborder, centrer et du coup avoir des latéraux qui vont être un peu plus intérieurs pour amener de la truc, ou alors tu peux à un match décider de changer et là tu changes, boum, tu inverses, tu mets tes ailiers en fausse patte, ils savent jouer des deux côtés, ça c'est une force énorme et t'as des latéraux qui peuvent après derrière prendre la profondeur comme par exemple Davies le fait souvent et écarter. Donc à l'heure actuelle ils ont une telle diversité de profils au niveau de leurs ailes que c'est très très bien joué et je vois qu'on me pose la question donc je me permets de dire, je trouve que ce joli maillot vert moulant sur Lewandowski c'est voilà, c'est mon petit avis. Je sais que certains auront la ref, je vous aime. Moi je l'ai pas perso, hein, mais bon. Non, mais je parle du chat, t'inquiète. De la bière. Okay, bon. D'accord, ok. Non mais en tout cas oui, le Bayern, ça fait peur. Franchement, ça fait vraiment peur. Bon, on en reparlera bien sûr en Ligue des Champions quand les gros matchs vont arriver, mais cette année, oui, ça peut nous donner des matchs vraiment de fou. Il y a aussi un mot à dire, Bruce, sur le Borussia quand même, parce que là encore, c'était un match très intéressant. Et Haaland qui encore une fois inscrit un doublé, mais je pense que c'est pas que Haaland en fait, c'est qu'il faut quand même prendre en tout cas le secteur offensif de Dortmund dans son ensemble et se rendre compte quand même que les mecs ils sont quasiment tous en forme. Il y en a pas un en fait qui est en dessous d'un autre du
côté de Dortmund, quoi. C'est une folie en ce moment. Ouais, non, mais le truc, c'est qu'ils prennent trop de buts pour le moment. Oui, quoi. après ça, on l'a dit, ça, oui. Il y a toujours ce souci d'équilibre, mais après, t'as Guerrero aussi, qu'il faut pas oublier, il met 2 buts la dernière fois. Lui, je le compte dans le secteur offensif. Hein. La dernière fois, il a un coup de franc magnifique, là, il te remet une frappe extraordinaire. Haaland, son deuxième but, incroyable. Là où il me plaît énormément, Haaland aussi, dites-moi si je me trompe, mais malgré son gros gabarit, sa taille, etc., tu sais, tu te disais, ouais, il peut encore progresser quand même dans le jeu de tête, tu vois. Là, j'ai l'impression que ces derniers temps, il commence à mettre pas mal de tête et qu'il a déjà progressé dans ce domaine. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi. Avant, je le voyais, des fois, je restais un peu sur ma fin là-dessus. Je me disais, putain, il est grand et tout, là, il devrait s'imposer et tout. J'ai l'impression qu'il a déjà progressé là-dessus. Et tu vois aussi son deuxième but, le lob en pleine course, machin, qu'il fait, il dose parfaitement. Enfin, de toute façon, ce joueur, c'est n'importe quoi. Je sais pas quelles sont ses limites. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Mais en tout cas, ce qu'on voit déjà, c'est complètement fou, quoi. Non, mais ce mec-là, c'est un ovni. Hein. Ouais, c'est une folie. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il faut aussi, cibler un petit peu le secteur défensif de Dortmund. Mais encore une fois, je pense qu'on l'avait un peu dit en début de saison. Je pense que la forme, en tout cas, de l'attaque de Dortmund compense un petit peu les carences, en tout cas, défensives qu'elle peut avoir. Et puis, on le sait, en Bundesliga, c'est une équipe qui attaque beaucoup. C'est une équipe qui va facilement se projeter, qui va facilement laisser des espaces derrière. Donc, en plus, quand tu sais que tu as une défense qui est pas super au top et pas super en forme, voilà, forcément, tu vas prendre des buts. Après c'est vrai, voilà. Ce que tu dis à l'heure actuelle à l'échelle de Bundesliga, ça va souvent passer avec le moto marquer un but de plus que l'autre. Mais à des moments, quand tu vas tomber sur des équipes un peu plus fortes, je pense notamment quand ils iront en Europe, ces carences défensives, elles vont être réellement problématiques. On se rappelle l'année dernière contre City, ils font une bonne double, ils font un bon double match. Franchement, à des moments, ils ont vraiment fait douter City. Après, t'as eu Emre Can qui a bien vendu la chose aussi, j'ai envie de te dire, mais je crois, c'est ça. Ouais. Emre Can, il me semble peut-être même Hummels, mais peut-être que je confonds. Mais en tout cas, je me rappelle que Emre Can avait bien fait la jambe. Il avait fait une main dans la surface, je crois. Ouais, il avait deux buts, il avait donné, non? Il avait pas. Je crois qu'il avait été vraiment. Ouais, il a été mauvais. Deux grosses bourdes. Ok. Mais donc du coup à l'heure actuelle c'est vrai que ces problèmes défensifs ils seront un peu toujours là, t'as l'impression, mais voilà, c'est ce qui les empêchera peut-être de franchir le pas pour l'instant. Assumer le déséquilibre c'est important, j'en ai souvent parlé, mais il y a quand même un minimum à avoir sur certaines phases et j'ai l'impression que Dortmund c'est très souvent un peu ric-rac. Un tout petit mot sur le Real, les amis, parce que c'est vrai que le match a été compliqué là contre Valence, mais le joueur, encore une fois, je crois qu'on en a déjà parlé la semaine dernière. Les joueurs. Oui, non, mais t'inquiète, Bruce. Ce que je voulais dire, c'est qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, mais là, Vinicius semble être en pleine phase de mutation, il est vraiment en train de se transformer. Et moi, la question que j'avais envie de vous poser, les gars, aujourd'hui, c'est est-ce que potentiellement on a un petit peu le nouveau duo offensif du Real, parce que les deux commencent à vraiment s'entendre super bien. On a même la sensation que Benzema déteint un petit peu sur Vinicius. Est-ce que pour vous là, on commence à avoir un nouveau vrai duo en Europe, quoi, sans oublier Hazard, sans oublier les autres joueurs, bien sûr, devant. En tout cas, heureusement que Benzema, il a son petit lieutenant en ce début de saison qui est Vinicius, parce que c'est vrai que quasi tout passe par les deux. Je parle au niveau des buts et des passes D, c'est quasi tout le temps eux deux. Donc heureusement, et Vinicius, ça fait plaisir pour lui, parce qu'on sait que c'est un joueur qui faisait beaucoup d'efforts, mais qui, malheureusement, devant le but, n'était pas toujours adroit. En ce début de saison, ça a l'air d'aller un peu mieux, tu le sens en pleine confiance. Et même, tu le vois sur le centre qu'il fait à Benzema, il n'y a rien à dire. Donc voilà, il est en pleine confiance et tu sens que Benzema aussi lui fait de plus en plus confiance parce qu'il sait qu'il peut s'appuyer dessus. Et heureusement, parce que c'est vrai qu'offensivement autour, si tu enlèves un des deux aujourd'hui, ça serait quand même beaucoup plus compliqué, quoi. Mais encore une fois, Benzema, tu te rappelles, Bruce ? Ouais. Tu te rappelles de la polémique qu'il y avait eu de Benzema l'année dernière, je crois, qui disait il joue contre nous. Ouais, il joue contre nous, lui donnait plus le ballon. Et là, tu vois, finalement, c'est devenu son lieutenant. C'est assez marrant l'histoire. Ouais, ça lui a peut-être. C'était peut-être en mode aussi déclic et ça lui a peut-être fait du bien. En tout cas, il commence à être très, très respecté. Et encore une fois, comme je disais, tu vois que Benzema le recherche un peu plus et tout. Et ça paye, quoi. Donc, écoute, tant mieux. Non, mais comme quoi, c'est jamais mort. Toi, Zach, tu penses un peu pareil ou Comment dire ? Comment ? Tu penses un peu pareil, toi, par rapport à tout ça, ou est-ce que tu vois un peu les choses autrement ? Alors, pour être
Par rapport à Benzema-Vinicius, ce que j'ai bien aimé, c'est que notre ami Vinicius, il a l'air d'enfin arriver à maturité. Là, vraiment, ce que je disais hier, il a eu un petit peu de réussite sur sa frappe qui a été déviée. Mais derrière, sur le centre, il met un centre limite d'une qualité similaire à celui que Mbappé fait pour Icardi. Et c'est très propre parce qu'à l'heure actuelle, avec un Vinicius en jambes, moi, je l'ai très souvent dit, et c'est pas parce qu'ils sont arrivés quasi en même temps, mais moi, Vinicius, malgré ses défauts, j'ai toujours préféré un Rodrigo, tu vois, parce que Vinicius apporte beaucoup plus de folie et un peu moins neutre et était beaucoup plus percutant, ce qui manquait au Real des fois. Et je pense qu'avec l'expérience, c'est beaucoup plus facile de commencer à réussir à garder ton sang-froid et à finir de mieux en mieux tes actions, surtout quand tu es un jeune de base et à commencer à faire les bons choix, que de base quand tu es peut-être légèrement un peu plus neutre, sans bien sûr dénigrer totalement Rodrigo, hein, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Mais du coup, Vinicius, j'ai toujours bien aimé pour ces raisons-là, et commencer à voir que sur ce début de saison, gros boost confiance, déjà 5 buts, une passe décisive, magnifique dans les arrêts de jeu pour Benzema, ça va faire beaucoup de bien au Real et à une attaque qui au final n'a quasi pas recruté. Le feuilleton l'été, c'était Mbappé dans la dernière semaine. Tu sentais qu'il y avait besoin d'un apport en attaque parce que c'est ce qu'on a dénoncé les dernières années au Real, c'est le fait qu'il y avait que Benzema qui scorait réellement, et derrière il y avait personne qui apportait un apport statistique de 10-15 buts, ce qui était quand même assez problématique, j'ai envie de te dire. Donc je suis très content de voir Vinicius dans cet état. Si Hazard continue à faire des matchs aussi, commence, et même il me semble que hier soir il est loin d'être mauvais, mais si Hazard s'y met aussi, why not? Après je sais qu'il risque peut-être d'avoir un problème au niveau de l'arrière droit, il y a Lucas Vazquez qui est là, mais Lucas Vazquez hier sur le but, il est un peu là et offensivement l'année dernière il était très bon à son poste, c'est pour ça que défensivement c'est toujours peut-être un peu en deçà, donc peut-être qu'ils vont avoir besoin d'un arrière droit, mais voilà. Et encore à souligner le petit 30 millions sur Camavinga, je pense qu'ils vont pas le regretter. Ouais, non, mais oui, ça c'est sûr. Faut pas qu'ils aient un des deux blessés par contre devant. Enfin, c'est encore pire Benzema, bien sûr, mais si jamais ils perdent Benzema ou quoi, c'est là où, tu vois, il va falloir qu'ils prient un peu pour pas qu'il y ait trop de casse sur des joueurs clés, et notamment devant, parce qu'aujourd'hui, tu sais, ils ont pas cette marge d'avoir c'est un peu plus limité, profondeur et de mecs en pleine bourre, quoi. Donc, c'est juste ça, quoi. Va falloir faire attention. On va terminer par l'Italie. Bruce, il y avait un match à noter, et c'est compliqué parce que ce match il était en même temps que PSG. Moi j'avais les deux, hein. Je regardais un peu les deux. Bah voilà, donc c'était ce fameux Juve Milan. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de ce choc? Ce qu'il faut en retenir, c'est que Milan a pris un but complètement con sur un corner pour eux. Ils se font contrer, ils se font trouer. Et du coup, la Juve joue bien le coup. Et Morata, plein de sang-froid, qui met un petit picou sympa, il n'y a rien à dire. Et qui trace quand même Théo Hernandez. Hein. Mais Morata, c'est un joueur, quand il est lancé, il va vite, hein, on le sait. Honnêtement, c'est un joueur, malgré c'est pas un petit joueur, il est grand et tout, mais il va très vite quand il est lancé. Et il n'y a rien à dire, parce qu'après une course comme ça, finir comme ça, tu vois, plein de sang-froid, c'est pas si évident que ça, surtout que des fois, ça lui fait un peu défaut, donc là, rien à dire. Après, c'était une Juve quand même qui doutait. Il faut savoir que l'AC Milan, il n'y avait ni Giroud ni Ibrahimovic. Donc déjà, tu n'as pas ton pur neuf. Heureusement, tu as un Rebic en ce moment qui marque quand même pas mal de buts et qui fait du bien. Et c'est lui qui va égaliser aussi sur un coup de pied arrêté. Donc heureusement. Il n'y avait pas aussi Calabria. Il y a Kier qui a eu un pépin aussi en cours de match. Donc voilà, il y a des choses à retenir. Après, honnêtement, l'AC Milan qui sort d'une série 4 matchs, 3 victoires, 1 nul, dont un match gagné contre la Lazio la dernière fois. Là, match nul à la Juve, c'est plutôt un bon point, je pense. Par contre, Juve, très, 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 très inquiétante une fois de plus, parce qu'ils sont incapables de tenir un score. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, parce que autant ils menaient au score, autant ils se créaient quelques situations et tout en début de match, en première mi-temps, mais après plus le match passait et plus tu sentais que ils étaient un peu sur le reculoir et ils voulaient absolument tenir et ils doutaient. Et du coup, même quand le Milan égalise, je me suis dit Milan peut peut-être aller chercher la victoire, et ça s'est joué à pas grand-chose, parce que tu as Kalulu qui a une énorme occasion en fin de match qui aurait pu donner la victoire à l'AC Milan. Donc voilà, tout ça pour dire que les clubs de Milan sont en tête à égalité de 2 points. T'as Naples qui joue ce soir, qui peut être la seule équipe à faire 4 matchs, 4 victoires pour le moment en Serie A. Et la Juve, comme vous le voyez au classement, qui est très très mal. Et on le voit que ça carbure mine de rien devant parmi les gros. Donc ça commence à faire beaucoup. L'Inter qui en a calé quand même 6 à Bologne ce week-end. L'Inter, ils s'amusent de toute façon. Voilà. Il y aura quelques matchs comme ça, je pense, où ils mettront quelques scores. Mais non, mais pour ceux qui pensaient que ça allait être compliqué avec le départ de Lukaku, en tout cas, ils prouvent qu'ils sont toujours bien présents. Bon, les amis, on va refermer cette petite page, ce gros même tour d'Europe. Hein, voilà, on a vraiment essayé de faire un point d'ensemble de tout ce qui s'est passé ce week-end. On va reparler un petit peu du PSG, forcément, parce que là, on va ouvrir une page Champions League, mais c'est un petit peu pour débriefer cette rencontre contre Bruges, parce que
Bah, là aussi, il y a des choses à dire. Je pense que il va y avoir un petit peu, voilà, quelques échos par rapport à ce qu'on a dit sur le match contre l'OL. Quant ce match du PSG face à Bruges, Zal avait prévenu. J'aurais bien aimé que Zal soit là parce que justement, je sais que voilà, il avait des comptes à régler. Qu'est-ce qui t'a déplu toi dans ce match du PSG? Bien sûr, on prend un point de vue, voilà, hein, d'observateur français, hein, bien sûr. Il m'entend, Kanto, ou... Ah, il a figé. Il t'entend, mais il veut pas te parler. Ah ouais, c'est bon. En plus, te pause, il a une pause, il était Oh, je suis mort. Mais moi aussi, je croyais, Braque. C'est bon, on est là. Non, alors, ce que j'en pense de là, je bug, je sais pas pourquoi. Enfin bref, je suis fibré, câblé. Là, mais c'est ton connexion, je pense. Si on m'entend, c'est le principal. On t'entend. Non, beaucoup de choses assez négatives finalement sur ce match-là où j'ai senti un PSG qui était poussif, qui manquait d'intensité, qui manquait de conditions physiques, à l'image d'un Neymar qui pour moi était à la rue physiquement tout le match. Je l'ai senti complètement dépassé. J'ai eu la sensation qu'il n'avait pas le coup de rein habituel et la capacité à éliminer ses adversaires. Avec un Kylian Mbappé qui, à chaque fois qu'il prenait un coup, demandait sans arrêt à sortir. Je ne sais pas pourquoi. Il l'a fait une fois, il n'est pas sorti. Il l'a fait 2 fois, il n'est pas sorti. La 3e fois, il est sorti pour finalement jouer le match contre Lyon ce week-end. Donc, faut croire que c'était pas tibia péroné, c'était pas les croisés. Enfin bref, j'ai trouvé un PSG qui, comme très souvent, s'est senti peut-être un petit peu trop au-dessus et qui retombe encore une fois dans ses travers. Plutôt que de travailler, d'apprendre, de se perfectionner face à des équipes comme Bruges qui, et encore, je le répète encore, hein, Bruges est largement en dessous du PSG, Bruges est largement en dessous de City et Bruges est largement en dessous de Leipzig. Et je le répète et je le répéterai encore et 10 fois s'il faut, parce que je vois que Zal il est en train de brague parce que le PSG fait match nul contre Bruges et tout le monde dit ah mais braque, Zal il l'avait dit, oui il l'avait dit, mais Bruges terminera dernier de la poule quoi qu'il arrive. Bon, bref. Non, il avait dit que Paris gagnerait, il faut pas s'emballer. Il a juste oui, il avait dit que Paris gagnerait aussi. Il a juste dit il faut faire attention, mais c'est pareil, moi dans le football, dans toutes les interviews des footballeurs, vous entendrez toujours on se méfie de l'adversaire, ouais mais quand même il joue en Régional 1, ouais non on se méfie quand même et tout, bref, peu importe. Mais la balle perdue pour Zal, il y aura le non mais enfin faut pas déconner parce qu'à aucun moment et personne ici a dit que le foot belge était nul à chier. On a simplement dit, et à juste titre, et je le répète encore une fois, que Bruges était en dessous des 3 autres équipes. Sauf que Bruges a fait un excellent match, ils m'ont régalé avec beaucoup d'intention de jeu, avec un Van Aken qui comme d'habitude a été très bon, avec De Ketelaere qui devant a été aussi très très bon et c'est vrai que spirituel de Neymar qui a été meilleur que Neymar sur le match. Lang avec peut-être un petit peu plus de déchets, mais en tout cas, cette équipe de Bruges a joué au foot en sachant qu'elle avait absolument rien à perdre. Et c'est ça, moi, que j'ai toujours reproché. Si vous suivez hors-jeu depuis un petit moment, j'ai toujours reproché au Paris Saint-Germain de ne pas se servir des petits matchs ou des matchs moyens pour travailler pour les grosses échéances. Et encore une fois, on a vu un PSG qui était suffisant et qui n'a pas pris son adversaire à la légère. On a vu un PSG qui était essentiellement constitué de plots devant, parce que quand je vois Messi devoir récupérer le ballon dans le rond central, dans sa moitié de terrain, un petit peu comme il le faisait à Barcelone lorsqu'il avait complètement les clés du jeu et parce qu'il n'avait pas non plus trop le choix. Mais quand je le vois et qu'il y a eu plein de vidéos qui sont sorties sur Twitter où on voit que toute la ligne offensive, personne ne bouge, personne ne fait d'appel, il n'y a absolument aucun mouvement. Voilà, on a une équipe qui a été plus que suffisante et qui ne méritait pas de gagner. Et il va falloir que le PSG commence à comprendre qu'il faut travailler, qu'il faut jouer beaucoup de matchs à fond, parce que sinon le PSG franchira jamais ce cap et ça sera demi-finale encore pour eux. Non mais c'est sûr, il y a eu de la suffisance et il y a ce truc de on se sent tellement fort que de toute façon on n'a pas besoin de forcer pour justement aller gagner ce match là, sauf que cette fois-ci c'est pas passé et c'est sûr que sauf que tu l'as pas gagné. Justement, c'est ce que je dis, et dans cette poule là je pense qu'il faut quand même se méfier. Je pense que Paris passera la poule, mais faut quand même se méfier, c'est pas du tout gagné. Bruce, pareil, hein, même question hein, sur ce match-là, le PSG. Pourquoi un PSG aussi peu efficace?
Aussi peu efficace, c'est même pas qu'une question d'efficacité, parce que pour moi, Bruges avait été supérieur sur cette rencontre. Et j'ai l'impression de me répéter, mais c'est parce que je pense que physiquement, il n'y avait pas le répondant enfin, Bruges avait plus de répondants à ce niveau-là, c'est mon ressenti. Et c'est pour ça que par moments, ils étaient en difficulté et que Bruges aurait pu faire encore plus mal à Paris. Et voilà, après, tu sens que bien sûr, les automatismes, tout ça, bon, bah, tout n'est pas encore fait. Il va falloir un petit peu de temps parce que tu as quand même beaucoup de joueurs de grande qualité. Il faut réussir à ce que la mayonnaise prenne. En plus, Messi, il n'était pas forcément dans son meilleur rôle dans ce match-là au niveau du positionnement, etc. Donc voilà. Mais encore une fois, pour moi, je reviens tout le temps, oui, je me répète, à l'intensité. Je pense qu'un PSG prêt physiquement et en tout cas meilleur à ce niveau-là aurait fait bien plus mal à Bruges. Voilà mon ressenti. Et on en reparle et on verra. Bon, après, le match sera à Paris, mais le match retour, je pense que tu auras déjà une équipe du PSG qui sera au-dessus de ce qu'on voit ces derniers temps. Et je pense que bah, bizarrement, le match ne sera pas du tout le même. Voilà mon ressenti. Mais après, Ouais. Bruges, pas grand-chose à dire. Eux, ils ont bien joué le coup. Ils ont tenté le coup à fond. Ils auraient presque mérité un peu mieux. Donc voilà, comme quoi ça peut être aussi une petite piqûre de rappel qui est pas mal parce que ça te montre que c'est la Ligue des Champions et on le voit dans cette première journée de Ligue des Champions. Bah, peut-être que les soi-disant plus petites équipes, bah, tu as moins de marge qu'avant pour les gros. Donc bah, si tu fais pas le boulot, bah, tu peux te retrouver en galère très très vite. Donc voilà. Et Zach, si on synthétise par rapport à ce que dit Kanto, ça a plus l'air d'être un problème de motivation. Par rapport à ce que dit Bruce, ça a plus l'air d'être un problème physique. C'est que les joueurs sont pas encore en forme totale. Est-ce que tactiquement aussi, il y a pas un souci parce que on dit justement que le PSG c'est une équipe très difficile à coacher parce que justement t'as trop de grosses individualités, t'as trop de gros égos. Est-ce que le cœur du problème il est même pas là parce que finalement si t'as autant de talent normalement ça doit être un petit peu plus facile limite de pouvoir mettre en place un truc. Non mais déjà t'as une équipe qui est coupée en deux et c'est constamment du 7+3, c'est-à-dire 7 mecs qui essayent de défendre tant bien que mal et 3 qui, bon, bah, à leur manière, participent de temps en temps. J'ai déjà dit que de temps en temps, à LDC, les attaquants parisiens faisaient le pressing, notamment Neymar, qui était loin d'être le plus avare en effort physique, même si on n'a peut-être pas l'image de ça de sa part. Mais en général, Neymar assure toujours un peu de pressing en Ligue des Champions. J'avoue qu'en Ligue 1, ça peut être un peu compliqué, mais du coup, on a souvent vu sur ces phases, et notamment contre Bruges, qu'il y avait un problème à ce niveau-là. L'équipe était très souvent coupée en deux. Les attaquants parisiens ont très très peu défendu, pas réellement été dans le tempo et dans les choses qu'il fallait faire. Et donc, du coup, bah, c'est compliqué quand tu as une équipe qui est coupée en deux, même si tu as un milieu qui fait un beau début de saison. Par exemple, je pense notamment à Herrera, bah, t'es nécessairement beaucoup plus en difficulté quand t'es coupé en deux et surtout quand t'es pris derrière. Et là, ils ont été énormément pris et c'est un casse-tête tactique, Paris. C'est un casse-tête tactique parce que t'as 4 attaquants de grand talent. T'as Mbappé qui était une composante essentielle de pourquoi est-ce qu'ils avaient aussi ramené Messi derrière, tu vois, pour le servir correctement et dans les bonnes conditions. Maintenant, comment est-ce que tu fais fonctionner tout ça? Comment est-ce que tu réussis à faire en sorte que les efforts soient faits constamment? Comment est-ce que tu fais pour réussir à être dominant avec le ballon et à être bon avec attaque placée dans cette configuration où tu as des joueurs qui vont peut-être à des moments manger dans les mêmes zones? Franchement, c'est très très dur et c'est vrai que Paris mercredi fait un très mauvais match pour être honnête. Et il y a des moments, c'est vrai que sur certaines phases d'attaque, et on a vu, je pense que tu as vu l'extrait sur Twitter où Messi à un moment se retrouve au cœur du jeu et où il y a personne qui bouge, genre aucun mouvement qui est proposé, etc. C'est vrai que les attaquants parisiens, ils ont pris l'habitude ces dernières années, bah, notamment Neymar et maintenant Messi le fait aussi un peu, de décrocher pour porter le ballon parce qu'il le faisait aussi à Barcelone ces dernières années quand ils étaient dans un vide collectif. Mais cet attaquant qui décroche pour essayer de porter le ballon quand t'as pas des milieux qui peuvent compenser en haut et en plus de base quand ce qui est quand même une base, quand de base tu veux jouer haut et que t'as pas ta première ligne de pressing qui est solide, à savoir les attaquants, ça peut vraiment poser souci sur des phases où tu vas jouer contre des équipes qui vont être 10 fois plus punitives envers toi. Genre, je ne pense qu'à jouer par exemple des Bayern ou même si les Anglais, ils ont sorti l'an dernier le Bayern, ça je n'oublie pas, mais quand tu vas jouer des équipes qui ont un pressing tout-terrain, qui vont te prendre à la gorge et où tu vas peut-être être un petit peu moins en transition que ce qui avait permis à Paris de briller l'année dernière, notamment bah, encore une fois face au Bayern, je me demande comment ça va donner. Après, je me fais pas de conclusion totalement dès la première journée. C'est la première journée de L2C, ok. C'était la première fois que les trois étaient alignés ensemble, ok. Neymar a l'air de revenir un petit peu mieux, ne serait-ce qu'hier, il fait un match qui est quand même bien mieux par rapport à son match de Bruges, donc je vais pas totalement conclure dès la première journée de LDC que c'est un casse-tête qui est impossible à résoudre. C'est un vrai casse-tête, c'est un problème de riche pour Pochettino. Maintenant, si on a envie de me demander est-ce que Pochettino, lui, va réussir à trouver la solution, je sais pas.
Mais j'en suis pas sûr. D'ailleurs, Bruce, d'ailleurs, on en a même pas parlé tout à l'heure, mais hier, événement quand même, Pochettino qui sort Messi, la petite, ça aussi, ça a fait le tour de Twitter et du monde. Toi, tu le vois comment ça Est-ce que tu penses que Pochettino là a essayé d'asseoir une certaine autorité pour dire, regardez, je peux faire des choix, ou est-ce que pour toi là, il a eu complètement faux là? Même si je sais que toi, tu diras que sortir Messi, ça reste quoi qu'il arrive une hérésie. Mais qu'est-ce que tu penses? Non, mais ça dépend. C'est pas forcément une hérésie. Mais le truc, c'est que quand tu cherches à gagner le match et que tu sors Messi, c'est sûr que ça fait un peu bizarre. Surtout que pour moi, c'était pas le pire à ce moment-là, forcément. Après, pour rebondir par rapport à ce que Zach dit, pour moi, il y a une chose qui est évidente et qui sera essentielle si Paris veut faire quelque chose en alignant les 3 devant, par exemple. Et je suis complètement fou de me dire que Paris n'a pas anticipé ça, quoi. Enfin, je pense qu'ils regardent les matchs et ils connaissent Messi. Mais Messi, tu sais qu'il ne défendra pas. Il n'a pas l'endurance, etc. Il n'est pas capable de le faire. Donc, la condition première pour avoir une équipe un minimum équilibrée, c'est que Neymar et Mbappé défendent beaucoup plus qu'avant. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si Neymar et Mbappé ne le font pas, ton équipe, pour moi, dans des gros matchs de Ligue des Champions contre les Anglais ou, comme disait Zach, le Bayern, tu es dans la sauce obligatoirement. Parce que là, à ce niveau-là, tu le perds à cash parce qu'ils seront en surnombre parfois sur les côtés ou en 1 contre 1 et avec la qualité qu'il y aura en face, tu te feras punir. Mais pour moi, je me dis, ils le savent ça. Donc, Messi, tu l'as dans l'axe, tu sais qu'il n'a pas le coffre, etc. de toute façon pour répéter les efforts. Tu sais que Neymar, à la base, il n'aime pas beaucoup faire ça et Mbappé aussi, mais eux sont capables un peu plus de le faire et je pense notamment à Mbappé, mais il va falloir qu'ils se fassent violence à ce niveau-là pour le bien de l'équipe parce que sinon, pour moi, ça sera rideau contre une grosse équipe en Ligue des Champions. Voilà mon avis. Si jamais ils font ces efforts-là, tout sera possible. Et ils seront très durs à battre. Voilà mon avis. Mais faudra se faire violence à ce niveau-là. Le chat n'a pas complètement tort. C'est vrai que Neymar redescend beaucoup. Oui, il le fait plus ces derniers temps. Sur ses stats, il le fait plus, oui. Et même la saison dernière, il avait pas mal fait. Ouais, il est capable de le faire. Alors après, oui, c'est peut-être plus Mbappé, quoi. Parce que c'est vrai que Mbappé, pour le coup... Mais après, en même temps... Non, mais même Mbappé a montré qu'il est... Même Mbappé, les deux, Neymar l'a montré la saison passée, Mbappé l'a aussi montré Bayern, par moment. Les deux ont montré qu'ils pouvaient le faire. Donc, il va falloir le faire. De façon voilà, je pense qu'ils peuvent le faire. Bon, ça ne sera pas les meilleurs au monde à ce niveau-là, mais si tu assures un minimum le repli défensif, déjà, pour l'équilibre de l'équipe, ça changera tout. Et on sait qu'ils peuvent le faire, faudra le faire. On espère qu'ils voudront le faire. Et puis voilà, s'ils le font, Paris sera très fort. S'ils ne le font pas, je pense que ça sera très compliqué pour eux. Les amis, carte blanche avant de refermer la page Champions League. Est-ce qu'il y a un match dont vous voulez qu'on parle? Parce que c'est vrai qu'il y a eu le Liverpool-Milan, le très beau match aussi, revival d'un match qu'on a tous kiffé. Il y a eu notamment le quadruplé de Haller. Il y a eu le carton de City. Je sais pas s'il y a un match dont vous voulez parler en particulier. Sinon, on avance tranquillement. Tu veux parler de Liverpool-Milan AC? Comme tu veux, Zach, si t'as envie je demande à Bruce. Moi, je peux vous en parler. Vas-y, je suis chaud. Comme prévu, tu voyais qu'il y avait un gros écart entre les deux équipes. Voilà, faut rester digne, comme on dit. Moi, je m'en doutais avant le match. Je le savais. Hein? De quoi? Non, faut être comme Lucas, quoi. Il fallait qu'il y en ait un qui la sorte. Et du coup, sincèrement, t'as Salah qui a le péno du 2-0, t'as Maignan qui fait la double parade. Si Salah met ce pénalty-là, je pense que Milan en prend 4 ou 5 à la fin du match, honnêtement. Ils arrivent à tenir, à rester en vie, on ne sait pas trop comment, parce qu'aussi il y a quelques imprécisions de la part de Liverpool. C'est un match quasi à sens unique. Et puis il y a ces petites minutes de folie juste avant la mi-temps où Milan met 2 très beaux buts. Voilà. L'avantage. Notamment avec Rebic, etc., où l'action est très bien jouée. Donc là, je me dis, bon, peut-être que tout est possible, c'est le foot après tout. Mais pour moi, l'une des conditions, il fallait tenir justement le plus longtemps possible. Et le problème, c'est que dès le retour des vestiaires, ils prennent un but tout de suite, sur une magnifique passe notamment d'Origi. Donc, ils prennent un but tout de suite. Donc, Liverpool n'a pas trop le temps de douter, ce qu'ils reviennent à 2-2. Et là, je me dis, bon, maintenant, on va souffrir énormément. C'est ce qui se passe. Mais il tenait un peu plus. Je me disais, bon, on peut peut-être tenir le point du match nul. Mais il y a cette faute de marquage. Voilà, enfin, t'as Henderson qui a beaucoup trop de liberté et puis qui va mettre un beau but, mais qui est trop seul aux abords de la surface. Et voilà, Liverpool s'impose logiquement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Même si le petit braquage n'était pas si loin et j'aurais bien signé pour un petit match nul.
Maintenant, de l'autre côté, la bonne nouvelle, c'est que l'Atlético-Porto, il y a eu match nul et on voit que l'Atlético, en ce début de saison, c'est pas très flamboyant. C'est poussif de fou. Donc, il y a un Milan-Atlético qui arrive prochain match. Écoute, pour moi, ça va déjà quasi se jouer là. Si jamais tu fais un résultat contre l'Atlético, tu peux rêver et te dire que possiblement, tu vas te taper pour la 2e place. Si tu fais un mauvais résultat, ça sera sûrement finito pippo. Voilà. Ok. Bon, les amis. En sachant qu'il n'y avait pas Ibra, Giroud est rentré en cours de match. On a ce problème de neuf en ce moment où les deux, à chaque fois, il y a des pépins. Même si Rebic, mine de rien, il met ses petits buts à chaque fois. Moi, j'ai vu le résumé de Inter Real, donc je ferai pas d'analyse poussée, mais j'ai eu l'impression que l'Inter a fait une bonne perf et que Thibaut Courtois a bien sauvé le Real. Ouais. Par contre, le Real qui gagne et l'Inter qui perd sur son gros match, bon, c'est un classique. Je dirais pas que ça m'a pas rapporté beaucoup de points au classement des pronos ces dernières années, mais il se pourrait... Non, je rigole. Franchement, mais Nerazzurri, vraiment rien contre vous. J'avais mis match nul, moi, en plus. J'étais dégoûté. C'était pour vous vanner un peu, parce que pour le coup, j'ai vraiment l'impression que vous avez tenu la dragée haute et que sans Thibaut Courtois, vous méritiez largement la victoire. J'ai eu le sentiment. C'est l'Inter comme d'hab, de toute façon, on connaît l'histoire. Bon, allez, on referme cette page Ligue des Champions. Petite question Freebet. C'est la dernière de l'émission. Quel est l'âge de Mike Maignan, tout simplement? Voilà, vous répondez sur le chat, vous connaissez la mécanique. C'est du classique, c'est du tout cuit. Il mériterait, je pense, d'être titulaire. Il y en a qui le réclament en équipe de France pour l'avenir. Aujourd'hui, sincèrement, moi je suis impressionné. L'avenir, t'as qui comme deuxième gardien français qui est plus près que lui pour prendre la succession? Il y a personne. T'as Mandanda qui est vraiment sur la fin, très âgé. Oui. T'as lui, après. En vrai, vas-y, il y a qui en gardien français pour de vrai? Si on fait la liste, attends, mais entre les Lecomte, tous les. Enfin, non, mais t'as personne. Attends. Il y a Mélier, Areola. Non, mais je veux dire. Bernardoni. Non, mais les gars, juste. Le but, ce n'est pas de sortir des gardiens de français, on en connaît. Au niveau, il y a que gardiens français qui sont à peu près au niveau de Maignan. Non, Maignan, il y a que Maignan. Non, mais il y a personne. Par exemple, Mélier, il est pas du tout au niveau de Maignan, tu vois. Ouais. Ah non, mais là, il y a personne qu'au niveau de Maignan. Oui, non, mais c'est lui. De toute façon, c'est l'avenir de l'équipe de France au cash, ça c'est sûr. C'est évident. À moins qu'il y en ait un qui se révèle entre-temps, ça c'est jamais impossible. Là, à fond, les gars, ça manque un peu de constance encore. Oui, soyons honnêtes. Il est capable de faire des bonnes choses, mais parfois, faut qu'il progresse encore un peu, je pense. Et pourtant, vraiment, j'ai demandé un gardien français au niveau de Mélier, les mecs, au niveau de Maignan, les mecs, ils nous ont sorti tous les gardiens français qu'ils connaissaient. Bernardoni, Barthez, Ruffier, oui. Il n'y a pas. C'est sûrement le meilleur gardien français aujourd'hui, tout court. De toute façon, aujourd'hui, c'est sûrement lui le plus fort. Il y a des chances. Les amis, vous en parliez, il y a même pas 2 secondes, c'est l'heure du Pronogate. Bon, qu'est-ce que ça a donné au niveau du classement? On va découvrir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a eu de gros changements sur le Pronogate? C'est l'heure de découvrir ce nouveau classement. Et ça a pas trop bougé. Attends, Bruce, t'étais 3ème. Ah bah non, t'étais 3ème, Bruce. Il me semble, c'est 3ème à égalité. Ah, 3ème ex-aequo, ouais, non, mais je pensais qu'il était... Attends, ça veut dire que j'ai marqué que 1 point là. Attends, je suis pas fait. À égalité avec le FC Guest d'ailleurs, je tiens à le dire. Ouais, j'aimerais vérifier 2-3 trucs quand même. Putain, je comprends. À chaque fois que je vois le classement, je suis choqué. Je vois des douilles partout. Alors moi, j'avais 10 points, moi. Je peux vous dire ce qui s'est passé, clairement. Déjà, personne n'a passé son combi. Au niveau des pronos, je crois que Zach a passé... Moi, j'ai mis 2 points, moi, je crois. J'ai mis 2 points sur mes pronos. Zach a passé 3 matchs. Bruce en a passé 2. Quentin en a passé qu'un seul. Et ouais. Mais Quentin, t'avais un point de plus que moi, Quentin, la semaine dernière? J'avais 10 la semaine dernière. Et moi j'avais 9, ok, donc c'est normal. J'ai marqué que sur le Bayern. Et ce chat frauduleux d'où ils ont pris leur même, et eux mettent tout le temps les favoris, donc bien sûr. Je me suis fait chatter la tête. C'est pour ça qu'ils sont derniers avec Zal. 89e. Ouais. Et Zach, Zal, je crois qu'il a passé 1 point, je crois aussi, le Bayern comme tout le monde. Donc, quelle fraude ce Zal. Donc voilà. Je suis scandalisé, moi. Et oui. Le shérif vous a donné une carrière au chat, le shérif. Bande de fraude. Et mon combiné, c'est Guiri qui, en ratant le penalty, me tue le combiné parce que Kawasaki Frontal avait bien gagné au Japon et l'autre match c'était la victoire de l'OM. Et voilà. Et moi j'ai passé en termes de. Alors faut que je check mes points, mais j'ai passé le Bayern, j'ai passé le Real Madrid, j'ai passé l'OM. T'as passé 3 matchs toi t'as passé 3 matchs. Normalement j'ai passé 3 matchs. Ouais. Mais t'as eu un point de retiré parce qu'il y avait eu une erreur, tu te rappelles, la semaine dernière. Zach, t'es full chat parce que le Real il marque à la fin, le Lokomotiv égalise 89e.
Je vois qu'il y en a, ils sont bénis. C'est que ça. C'est incroyable. On aurait dû avoir 2 points de plus, Quantum, c'est pas grave. Bah oui, mais c'est ça. C'est ça. Non, bah voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, c'est très serré. Hein. Personne se détache dans ce classement. Vous allez découvrir les matchs qu'on a pour cette semaine. Il y a des gros matchs. Hein. Il y a vraiment de très gros matchs. Il y a déjà ce fameux Chelsea City dont on a déjà parlé. Le duel des deux Borussia, Gladbach contre Dortmund, Inter-Atalanta, très très beau match aussi. Marseille-Lens, là je pense qu'on va se régaler. Et Arsenal-Tottenham, un mini-match de la peur en Première Ligue. On va découvrir les pronos de Zal pour commencer, comme ça ce sera fait. Zal a choisi donc Chelsea, c'est pas étonnant, Dortmund, l'Inter, l'OM et Arsenal. Très bien, ça c'est noté. On reste comme d'habitude sur les Z. Zach, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai choisi ? Ah bah voilà, ils viennent de le mettre. Je pense que Chelsea a l'ascendant psychologique sur City et je pense que City va vraiment avoir du mal, surtout c'est à Stamford Bridge, etc. Franchement, je pense que les conditions sont réunies pour que Chelsea gagne et se détache peut-être un petit peu. Dortmund, parce que j'ai envie d'y croire au but de plus. Ouais. Inter-Atalanta, j'ai mis nul parce que j'ai aucune idée. C'est honnête. Non, mais je le dis direct. L'OM en forme dans la continuité de ce que je vois de leur part, ça me choque pas de les mettre vainqueurs au Vélodrome, même si le RC Lens est une très très bonne équipe. Et Arsenal, parce que ils viennent de récupérer pour la première fois leur 11 titulaire ce week-end. Ils ont réussi à gagner. Ça va leur faire du bien. Et ce week-end, c'est vraiment la première fois qu'ils mettaient leur 11 titu. Donc, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie d'être romantique et je sais que mes frères Gunners, je vous ai un petit peu vanné ces derniers temps. Je sais que c'est un match qui compte pour vous. J'ai envie de croire en vous. Come on, you Gunners. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors fais gaffe, Kanto, parce que quand tu bouges ta caméra, parfois on voit une boîte de conserve, hein, je te le dis. Bruce, tes pronos. Ouais, bah moi, un peu comme tout le monde, enfin, je vois plus une tendance sur Chelsea qui reçoit et vu qu'il pose souvent des problèmes à City. Dortmund, que je vois meilleur Gladbach, ça sent le match ouvert encore, mais je pense qu'ils s'imposeront. Inter-Atalanta, Inter qui m'a l'air encore quand même bien solide dans ce début de saison. Atalanta, ils ont perdu quelques points. Après, ça peut tout donner ce match, mais pareil, vu que c'est à l'Inter et qu'ils sont quand même en confiance, je vois un peu plus l'Inter, parce que quand même en Serie A, psychologiquement, c'est un peu au-dessus du reste. L'OM, comme a dit Zach, voilà, pour moi, c'est l'équipe peut-être la plus impressionnante du championnat, même si Lens, il ne faut surtout pas les sous-estimer, mais je vois l'OM quand même un peu au-dessus. Et puis, j'ai tenté, même si Tottenham, bon, ces derniers temps, c'est pas ouf. Arsenal, même si ça va un peu mieux, de base, je trouve que c'est pas ouf du tout. Du coup, j'ai quand même tenté Tottenham, je sais pas, j'ai tenté Tottenham. Voilà. Ok, non mais c'est normal. Hein. Franchement, moi je trouve qu'il y a certains matchs, c'était pas évident de se départager justement. Kanto, le survivaliste, tes pronos ? Eh ben écoute, tu prends les pronos de Bruce et tu prends les mêmes et c'est exactement la même chose. Oh mon chou Les futurs leaders du classement ensemble. Exactement. Non, mais voilà, pour les mêmes arguments que tout le monde, hein, je vais pas répéter ce qui a été dit, mais grosso modo, Chelsea, ça va être un duel psychologique où je vois un petit peu un avantage du côté de Chelsea. Comme l'a dit Zach, face à Mönchengladbach, je crois aussi au but de plus. Mönchen, j'ai déjà regardé les premiers matchs de la saison, c'est pas mal offensivement, mais c'est pas ouf défensivement, donc je pense que Dortmund va avoir quand même pas mal de place. Match miroir. L'Inter que j'estime un petit peu au-dessus de l'Atalanta, l'OM parce que c'est la meilleure équipe du monde, et Tottenham parce que pareil que Bruce, j'ai pas une confiance énorme en cette équipe d'Arsenal. Ça va être un derby, donc je pense que les deux équipes vont se donner à fond. Et à ce petit jeu-là, je pense que Tottenham est un petit peu au-dessus. Allez, je vous donne mes pronos très rapidement. Du coup, on part sur une victoire de Chelsea parce que oui, en ce moment, je pense vraiment qu'ils sont, ils sont dans la grâce, hein, tout simplement. Ils ont vu la Vierge. Donc Chelsea, Dortmund, je les sens quand même un petit peu au-dessus de Gladbach parce que Gladbach en ce début de saison, je pense qu'ils sont un petit peu moins cohérents dans leur jeu qu'ils ont pu l'être par le passé. Déjà sur la saison passée, ça commençait à être un petit peu dur sur la fin de saison. Et même si là, c'est un peu mieux, je pense quand même que Dortmund reste au-dessus offensivement parlant, en tout cas. Nul entre l'Inter et l'Atalanta. Je vais pas mentir, hein, je pense que l'Atalanta est capable de faire un coup contre cet Inter-là, même si l'Inter paraît bien chaud en ce début de saison. Marseille, parce que ils sont impressionnants, voilà. Et un nul entre Arsenal et Tottenham. Je vois un peu pas le même combat, mais pas loin, quoi. Donc on va partir sur un nul de mon côté. Les gars, le plus concis possible, on va essayer de faire vos combis.
Alors, Team, on va balancer bien sûr le récap. Et déjà, checker qui a la plus grosse cote, c'est... Ah bah c'est moi. C'est moi, ok, bah voilà. Avec Lille face à Strasbourg ça aussi. et Nice face à Saint-Etienne. 2 matchs à l'extérieur. Les amis du chat, si jamais vous avez envie de prendre un point bonus, votez pour moi, je vous le dis. Je crois qu'il est pas bon mon combi. Ah, quelle est l'erreur, Zach? Zach, attention. J'ai pas mis Manchester City gagnant. J'ai mis Chelsea. J'ai mis Chelsea pour le coup. Bah oui, bah, ça a aucun. Oui, là il est bon, mais c'est juste sur la feuille, c'est pas bon. Donc, ok, sur la feuille, c'est pas bon. Ok, très bien. Sinon, effectivement, c'est un 5,59 sur la cote finale, c'est bon. Très bien. Chelsea et Marseille pour Zach. Hein. Notez bien parce que ça, vous allez choisir vos combis. Ouais, la cote de l'OM à l'extérieur à Angers, j'ai trouvé assez élevée, même si Angers joue très très bien et ça m'étonnerait pas qu'ils puissent les tenir. Mais pour le reste, Chelsea dans la logique de ce que je voyais. Ok. Bruce, ton combi, très rapidement. J'ai mis Marseille à Angers. J'ai mis Lyon aussi face à Lorient. Et puis, je vais faire confiance à Lens. Je suis resté sur de la full Ligue 1. Généralement, c'est jamais ce que je fais. Ouais. Mais là, je suis parti là-dessus. Voilà. Ok, très bien. Kanto? Ouais. J'ai pris l'OM tout simplement face à Lens. Monaco, parce que face à Clermont, manque d'expérience. Et Monaco va devoir tôt ou tard prendre des points en Ligue 1. Donc, je les vois bien aller faire un résultat à Clermont. Et le dernier match, c'est évidemment le grand Jeonbuk Motors. Normalement, vous savez que j'ai l'habitude de prendre Urawa Red Diamonds qui est sur une série indécente, mais ils avaient un match trop compliqué ce week-end. Du coup, je me suis orienté vers mes chouchous, non pas de Japon, mais de Corée du Sud, Jeonbuk Motors. Mais quelle fraude. Franchement, c'est vraiment une fraude. Zal, lui, il nous a mis Chelsea comme Zach et le FC Nantes. Voilà, pour rendre hommage à notre ami Bruce. Je valide. Une cote à 5,59. Notez bien encore une fois parce que vous allez choisir et c'est tout, je crois qu'on a vu tous les combis. Moi je vous ai dit, je proposais 2 matchs, deux victoires à l'extérieur. Sur Lille. Ouais, Lille, parce que comme quand on l'a dit pour Monaco, je pense que Lille, c'est peut-être le bon moment pour justement un petit peu lancer la machine. Et Nice, je les sens quand même bien supérieurs en ce début de saison à Saint-Etienne, même si c'est à Saint-Etienne. Voilà, je pense qu'ils ont largement les armes pour s'en sortir. Le chat, ils sont pas mal sur Zal. J'avoue que j'aime bien le combi de Zal. Après, moi, j'évite de voter pour une des équipes que je kiffe, mais j'avoue que celui de Zal me paraît pas mal. Ouais, il est assez cohérent. Le combi de Zal est assez cohérent. On verra qui aura été choisi. Allez, on a le temps pour faire ce petit quiz. Je vous ai préparé franchement 10 petites questions. Pas de triche, bande de fraude. Ouais, Braque, tu fais ça bien et rapide. Ouais, tu connais, hein. T'inquiète. Là, je compte sur toi. C'est prévu. Moi, je me tourne comme ça. Ah bah là, je t'avoue que j'ai envie que d'une chose. Là, c'est à 19h. Il l'a sorti. À 19h, on a le feu vert, donc je t'avoue que moi, ce sera en nocturne. Hein. Ah ouais, c'est dur. Je t'avoue que moi, il est encore à la douane. Hein, de chien. J'ai enlevé le chat. C'est bon. De toute façon, le chat. Je me mets comme ça, moi. Le chat, je l'ai mis en emote only, donc il n'y aura pas de problème. Alors, mais enlevez-le quand même, parce que du coup, il y a les abonnés qui peuvent pas. Ah, mais c'est bon. Moi, j'ai enlevé le chat. Je vois pas le chat. Donc... Vous êtes prêts, les amis? J'ai pas non plus Twitch, oui. Je me tourne au cas où. Alors, c'est un quiz qui sera plus ou moins sur ce début de saison. Moi, j'aime bien un petit peu réviser ce qui se passe en ce début de saison. Il se peut qu'il se cache une ou deux questions un peu de culture foot. On commence avec la première question du coup. Alors, le Stade Rennais n'a inscrit que 3 buts cette saison en Ligue 1. Qui sont les buteurs? Quentin. Oui. Serhou Guirassy. 1 point pour Kanto. Qui a marqué contre Nantes? J'ai. Attends. Zach. Terrier. Ouais, mais du coup, c'était à Zach. Non, mais c'est pas Terrier que je voulais dire. Moi, je voulais dire Souleymana. Souleymana, c'est bon. Ça fait 2 points pour Kanto, 1 point pour Zach et 0 pour Bruce. Toujours 1 point par bonne réponse. Parmi les 5 grands championnats, quels sont les joueurs qui ont inscrit un triplé cette saison? Haaland. Bruce. Haaland, c'est non. Haaland, c'est non. Kanto. Oui, Kanto. Le King Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, c'est bon. 1 point de plus pour Kanto. Zach. Benzema, c'est bon. 1 point pour Zach. Je suis nul. Il en reste encore 2, messieurs. Il me reste 2 joueurs. Je vous donne un indice. Ah, il n'y a pas eu Bruno, non? Bruno Fernandes, 1 point pour Bruce. Si, oh, belle. Et il nous reste un joueur, c'est un joueur, messieurs, attention, préparez-vous, un joueur de Serie A. Zach.
Non, je crois que c'était qu'un doublé. Joaquin Correa. Non. Bruce. J'allais tenter Tic-tac. Dzeko, non, c'est doublé. Non, c'est pas Dzeko. Kanto, Kanto. Zapata. Non, il restait Ciro Immobile. Oh messieurs. putain, mais je devais le sortir lui. Bah, oui, Pour l'instant, 3 points pour Kanto, 2 pour Zach et 1 pour Bruce. Question 3, question de rapidité. Qui entraîne actuellement la Spezia? Zach. Thiago Motta. Thiago Motta. 1 point de plus pour notre ami Zach. Attention, on lève la main à la fin de la question, bien sûr, hein, parce que sinon c'est de la triche. Hein. Alors, question 4. Quel ancien joueur de la Juve a vu son contrat résilié par Sao Paulo récemment? Zach. Dani Alves. Dani Alves. Ah oui, putain, bien Un vu. point pour Zach. Alors attention, là, c'est vraiment la mort subite. Donc en gros, chacun votre tour. Vous allez me donner un joueur qui évolue à l'OGC Nice. Et dès qu'il y en a un qui ne peut plus, ça me il est plaît. éliminé. Bon, ça, c'est On va pas commencer pour par moi, Bruce, du sur coup. ça, je suis toujours nul. Dolberg. Allez, On va commencer par Bruce, vu qu'il a le moins de points. Dolberg, c'est bon. Kanto, 3 points. Andy Delors. Andy Delors, c'est bon. Dante. Dante, c'est bon. Donc je vous rappelle que celui qui gagne à la fin, il prend 2 points. Hein. Je suis Bruce. trop nul sur sa Guiri. Amine Gouiri, c'est bon. Kanto. Danny Luke. Danny Luke, c'est bon. Zach. Melvin Bard. Melvin Bard, c'est bon. Kluivert. Kluivert, c'est bon. Stengs. Stengs, c'est bon. Schneiderlin. Schneiderlin, c'est bon. Putain, c'est là où je vais commencer à bégayer. Todibo. Todibo, c'est bon. Et c'est beau en Lemina. même temps. Lemina, c'est bon. Benitez. Putain, c'est bon. c'est ce que je voulais dire. Là, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh... Bruce. Tic-tac. 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 Bruce éliminé. Kanto. Lemina. Ah, il l'a déjà dit. Ah, tu l'as dit? Eh oui, Kanto l'a dit. Tic-tac. Kanto. Lotomba. Lotomba, c'est bon. Zach. Hassan Kamara. Hassan putain, Kamara, c'est enfoiré, bon. Ah. celui que j'allais dire. Kanto. Oh, mais je suis nul. Rosario. Mais Rosario, il y en c'est a bon. il y en a un qui est vénère. Tu es éliminé, toi. Tu te tais, Bruce. Non, mais je sais Zach. pourquoi on n'y a pas pensé à lui. Oh, il est fatigant, lui. Alors, moi. Robson Bambou. Robson Bambou, c'est bon. Kanto. Tic-tac. Boudaoui. Boudaoui, c'est bon. Zach. Youssef Attal. Mais c'est fatal, c'est bon. Eh oui, il avait été oublié. C'est pas J'aurais là, dû on dit. dire Attal, autant t'avais pas Boudaoui. Kanto. mais je suis débile. Kanto. Je suis débile. Attends, il doit pas en rester des masses là. C'est qui Tic-tac. déjà le gardien remplaçant dans cette équipe? Tic-tac. Cardinal. Tic-tac. Zach, si tu m'en sors un, t'as gagné. Alexis Claude Maurice. Alexis Claude Maurice, ça fait 2 points pour notre ami Zach. Qui passe Mérité. donc à 6. C'est Non, moi, c'est pas Kanto. C'est pas C'est fini, moi, c'est pas fini. Kanto encore. C'est pas terminé. Attends, Kanto, il lag, On je crois. t'entend, t'inquiète. Ah ouais, merde. Ouais, mais on t'entend, donc c'est cool. T'inquiète. Question 5. Pardon, question 6, excusez-moi. Tic-tac, la Quels connexion, sont- Miskin. Pardon. Attends, il va revenir. Attends. Oh, mais c'est une catastrophe là. Ah. En fait, il va revenir, il nous Oui, entendait en pas. vrai. Et en gros, sur ça, là, il continuait Ah, de réfléchir. putain, Il avait c'est pas une capté que connexion. c'était. Ah. C'est bon. Je Là, Ah, c'est bon, Kanto. Ok, ouais. Ouais. Ok. Du coup, on avance. Question 6. Quels sont les joueurs français qui ont mis un but ce week-end dans les grands championnats? Oh. 1 point par bonne réponse. Zach. Putain. Benzema. Benzema, c'est bon. Oui, c'est 1 point de plus pour Zach. J'en ai Quentin. aucun. Kanto. Wissam Ben Yedder. Wissam Hein Ben Yedder. C'est pas bon. Non, C'est quoi que vraiment t'as dans- pas compris? Dans les grands championnats, pas en Ligue 1. Pas en Ligue 1. Ah, parce que la Ligue 1, c'est pas un grand championnat? Non, il a Oui, dit mais- sauf non, mais Ligue 1. En Ligue 1, en Ligue 1. Ah, j'avais compris, d'accord, ok. Mais merde. Zach, du coup. Modeste. Modeste, c'est bon. Putain, moi, Encore un j'ai que point pour dalle. Zach. Il en reste beaucoup? Ah, il en reste un. Ah ouais, il y en a un. J'en sais rien, moi j'ai rien suivi. Zach. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est bon. Il lui a été J'ai- accordé le but. Je me tourne, Un je point de répondrai plus. plus à cette question. Je sais même pas. Moi, j'en Vous ai les avez aucun. pas? Zach, t'en as encore? Là, comme ça, je réfléchis vite fait. Non, Tic-tac.
Vertu, il a pas marqué. Upamecano, il a pas marqué. Tic-tac. Pogba, il a pas marqué, je crois. Tic-tac. J'en ai aucun. Il restait Alan Saint-Maximin, Brian bah oui. Bemo pour Brentford, Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mopé et Nabil Fekir. Ah oui, Ok. bah oui. Attention, question 7. Oh, c'est grave d'être aussi nul. Dans quel club a signé Miziane Maolida? Ah putain, je l'ai vu dans la semaine en Oh plus. putain, C'est je l'ai vu en terrible. plus. Dans la semaine. Mais c'est pas. Moi, j'ai pas. Quentin. Zach a levé avant. Non, vas-y, Kanto. Vas-y, Kanto. Laisse la main. Hertha Berlin. Hertha Berlin, ça fait un Bien point de joué. plus pour Kanto. Messieurs, la question qui va être peut-être un peu plus dure, il va falloir que vous me donniez les joueurs qui sont entrés en jeu lors de la dernière finale de la Ligue des Champions. Donc c'est entre City et Chelsea. Oh là là. Et il y a un point par bonne réponse à prendre. Donc vous pouvez remonter. Zach, Si on se trompe, Rodri on est éliminé. si on se trompe... Non, là vous pouvez jouer. Alors Ces attends, questions, je suis finito. excusez-moi. Rodri Ouais, attends, excuse-moi parce qu'il faut que je me remette sur la page. Rodri, c'est pas bon, il est pas entré. Oh, je sais qu'il avait pas commencé, alors je me suis demandé s'il avait rentré. Oui. Gabriel, non? Il avait commencé. Gabriel Jesus, Non, un il point est de plus rentré. pour Bruce. Ouais. Il est rentré, un point de plus pour Bruce. Zach, Christensen Christensen est entré, un point de plus pour Zach. Bruce, Non, J'ai pas j'allais de dire de la mémoire merde. pour ce Non, genre y a de truc, rien. c'est terrible. Kanto, t'as rien? Oh, non, Zach. Kovacic. Ouais. Kovacic, c'est bon, un point de plus pour Kanto. Fernandinho Fernandinho, c'est bon, un point de plus Moi, pour je vais Zach. tenter Tammy. Tammy Abraham, non. Il en reste, messieurs, deux. Deux joueurs offensifs. Bernardo. Non. Tornado. Non, je rigole. Exact. Non, j'ai pas. Braque, Ah, Ferran. oui. Ferran Ferran Torres, non. Ah, Zach. j'ai peut-être Agüero Agüero, ouais, un point de plus. Oh, putain. Il en reste un, pense si vous arrivez à me le absolument pas, sortir. Agüero. Je vous laisse encore une possibilité chacun. Ouais, non, mais là, avance. J'ai pas. Zach, Hudson Odoi non. Personne n'a, c'était Christian Pulisic, le dernier à être en prêt. Ok. Il reste, messieurs, deux questions. Thiago Allez. Silva, qui a fait un match exceptionnel là contre Tottenham ce week-end. Il jouait dans quel club avant d'arriver à Milan? Attends, tu peux répéter Thiago Silva, avant d'arriver Ouais. à l'AC Milan. Il jouait dans quel C'est club? vrai, ça. Putain, c'est une bonne Chelsea. question, ça. Chelsea, Bonne Paris, question. Milan. Mais je me rappelle en plus. Mais je suis complètement. Putain, moi aussi, je suis honteux parce que. Attends. Juste avant Milan. Ça bloque. Oh, mais là, je me sens complètement. Putain, ça me revient absolument pas. Tic-tac. Kanto, Inter. Oui. Inter, non. Il n'a jamais joué à l'Inter, Thiago Silva. Non, bah là, je me rappelle plus, tout Mais simplement. merde, putain, moi, c'est grave, là, je suis honteux. C'est un club brésilien. Ouais. Donc ouais. Kanto, tu reviens. Ok. Zach? Sao Paulo Non. C'est pas. Kanto, Flamengo. Non, c'est pas Flamengo. Bruce, c'est une proposition. T'as dit quoi, toi, Zach? Excuse-moi. Je dis Sao Sao Paulo. Ah ouais. Je vais tester Fluminense. Fluminense, c'est bien. Bien Fluminense. Un point pour Bruce. Et dernière question. Messieurs, citez-moi les équipes qui n'ont encaissé qu'un seul but jusqu'à présent dans les 5 grands championnats. Il y a un point à prendre par bonne réponse. Zach? Wolfsburg Wolfsburg, c'est pas bon. Ils ont Non, encaissé un deuxième but c'est- hier. Ah oui, merde. c'est merde, deux, merde, ouais. merde. Chelsea. Chelsea, c'est bon, Bruce. Un point de Bien plus. joué. Oh, c'est bon, je suis forfait, moi. Il en reste encore 4. Attends, ce que je suis en train de compter. Si j'ai bien regardé, bien sûr. Hein. Normalement, il en reste 4. Je vais tenter comme ça. Inter. Inter, non. Zach, tu n'as rien? Non. Bruce? Ben, je suis en train de les découvrir et ok, c'est Ouais. étonnant. Enfin, étonnant. Ah, il n'y a pas. Ah non.
Attends, Milan, ils ont pris 2-3 buts, normalement. Bah, Milan, ils étaient jusqu'à hier, avant le match contre la Juve, dans la liste. Mais c'est ça, du coup, ça fait 2 buts en tout. C'est pour ça que je réfléchissais, mais pour moi, c'était 2 buts. Je vous les donne? Vas-y. Eh ben, il y a Liverpool, Manchester City, l'Athletic Bilbao. Putain, City, j'avais pas cette image qui... Bilbao, ça m'a choqué. Ils ont perdu que contre Tottenham une fois. Ouais. Et Séville, Bilbao, qui n'a pris qu'un seul but. Voilà, messieurs. Bon, bravo Zach, tu nous as fumé. Bah ouais, victoire sans appel de Zach, du coup. 3 quiz, 3 victoires. Rien à dire. On est pas mal là. Bravo. Là, on est pas mal. Ce soir, je m'incline sans problème. Non, belle victoire. Bon, en tout cas, merci les gars. C'était très sympa, hein, comme d'habitude. Ouais, c'était lourd. Ouais, merci les gars. Pas d'émission cette semaine, hein, évidemment, les gars. Il n'y a pas de Ligue des Champions, mais vous le savez, en semaine de Ligue des Champions, il y a très souvent un deuxième hors-jeu dans la semaine que vous pouvez retrouver le mercredi. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, le compte Twitter hors-jeu Twitch, si vous voulez nous faire vos propositions pour passer dans l'émission, si vous avez un coup de gueule à faire, si vous avez envie de parler de votre équipe, n'hésitez surtout pas. Hors-jeu Twitch. Et on se retrouve lundi prochain. Ce sera en plateau. Merci à tous et bonne soirée. Ciao. Merci. Ciao. Ciao.